Ouais, du coup, parmi les participants, il y a des personnes qui ne sont pas adhérentes, enfin de communes non adhérentes au réseau Brudet. Donc, je vais juste faire une présentation très succincte de Brudet. Donc, c'est un réseau de partage d'expériences entre collectivités adhérentes, donc des communes et des communautés de communes. Partage d'expériences dans tous les champs du développement durable au sens assez large. Et dans le réseau, il y a aujourd'hui environ 270 communes adhérentes, enfin, 270 collectivités adhérentes, puisqu'il y a des communes et des communautés de communes, réparties sur les 4 départements bretons et la Loire-Atlantique. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. En tout cas, ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous invite à prendre contact avec nous ou à consulter notre site internet. On sera content de répondre à vos interrogations sur le réseau Brudet. Peut-être qu'on peut Maïwen, mettre la première page du diaporama. Oui. Je ne la vois pas. Je ne sais pas si... Non, ça a mis un petit peu de temps. Ça devrait venir. Est-ce que vous la voyez? Oui. En fait, moi, je la vois. Donc, peut-être la deuxième, pour le coup. Oui, bien sûr. Ouais. Mais... alors, rapidement, donc, le déroulé de ce webinaire, on va faire un retour sur le cycle de visite dans lequel s'inscrit le webinaire. Ensuite, il y aura Annie Bradoni qui fera un cadrage de la problématique sur ce que veut dire cette question qu'on a posée, comment les collectivités peuvent-elles proposer une offre de logement pour tous adaptée à chaque moment de la vie. Et on poursuivra par 3 témoignages de La Chapelle-Thoireau, CRAC et Loquetas. Alors, juste pour replacer ce webinaire dans ce cycle, donc ce webinaire il s'intègre dans le cycle de visite sur les logements pour personnes âgées, où nous avons focalisé sur cette thématique de la personne âgée et handicapée, et nous souhaitions, à travers ce webinaire, élargir le sujet à tout le parcours résidentiel, c'est-à-dire le logement à toutes les étapes de la vie. Et donc, vu qu'on est aujourd'hui avec Brudet, comment les collectivités peuvent agir pour diversifier leur offre de logement et aussi savoir quel type de logement produire, quoi. Lors du webinaire, il y a eu 5 visites. Il y a eu 5 visites qui ont été, on va dire, éclatées un peu sur le territoire Brudet. On a essayé de faire une répartition géographique la plus large possible pour que chacun puisse avoir une visite pas très loin de chez lui, mais aussi une diversité dans les typologies de projets qui étaient présentés. Et là-dedans, en fait, on a pu voir que voilà, il y avait une très large diversité des projets, autant dans les publics visés que sur les types de portage ou encore où se trouvait le projet, enfin le logement qui était visité, ou encore les formes urbaines qui étaient proposées. Ça, c'était ce qui présentait la diversité des différents projets, mais il y avait aussi plein d'éléments qui les rassemblaient. C'était, on voyait les communes, comment, une fois qu'elles ont fait le constat de cette évolution de la population, ce vieillissement de la population, comment elle a fait pour faire évoluer son offre de logement pour s'adapter au profil de la population. Et comment aussi elle a adapté à des besoins qui augmentent en termes de logement des personnes âgées, et proposer une offre de logement entre la maison avec 5 chambres, le pavillon avec 5 chambres, jusqu'à entre l'EHPAD. Il y a beaucoup d'étapes de vie entre ces deux éléments-là, et l'offre, elle est assez faible. Ce qui rassemblait aussi ces différents projets, c'était l'objectif de prolonger l'autonomie. C'était clairement un élément affiché par tous les protagonistes, et souvent à coût abordable. Donc voilà, sur ce cycle de visite, il y aura des fiches projets qui seront réalisées sur chacun des projets qui ont été visités. Donc je vous invite à les consulter une fois que le compte rendu sera mis en ligne sur notre site internet.
Je vais maintenant passer la parole à Annie Bradoni, qui va expliciter, cadrer la thématique du jour. Annie Bradoni, qui est maire de Plouaret et coprésidente de Bruded. Merci. Vous m'entendez bien? Très bien. Bonsoir à tous. Alors, j'ai vu qu'il y avait dans les participants au moins quelqu'un aussi compétent que moi sur les questions d'habitat, c'est Jean-Yves Loury, qui représente la commune de Béton. Donc, je le salue, Jean-Yves. Bon, bonsoir. Alors, j'ai souhaité faire, voilà. J'ai souhaité faire axer le regard, l'introduction, d'abord en partant des habitants, en se disant, du point de vue des individus, des ménages, qu'est-ce que c'est le parcours résidentiel, au fond? Et en fait, il s'agit de l'ajustement du logement que l'on occupe ou que l'on habite aux besoins de son ménage à un instant T dans le temps de sa vie. Et cela va donc du premier logement qui permet de quitter le nid familial, soit pour des études, soit pour son premier travail, jusqu'au dernier logement, si on considère par exemple que le dernier logement va être en EHPAD. Et avec toutes les étapes intermédiaires et qui entraînent de la complexité dans la façon dont l'individu, dont nous-mêmes, on aborde cette question-là du parcours résidentiel, selon qu'il s'agisse d'une étape heureuse de la vie, et donc avec du parcours résidentiel choisi, ou selon qu'il s'agisse d'une étape un peu plus difficile de la vie, un accident de la vie, quelque chose que l'on doit subir. Alors ça peut être, si on caricature, l'entrée en EHPAD, mais ça peut être aussi, par exemple, la perte d'un emploi, le fait de devoir déménager pour trouver un nouvel emploi, une rupture familiale qui amène à quitter un logement que l'on avait construit avec bonheur pour loger sa famille, et qui fait qu'on va devoir, quelquefois en urgence en plus, trouver un nouveau logement. Et je pense que l'une des questions qui se pose à nous en tant qu'élus et en tant que société, c'est de faire que cette question du parcours résidentiel, il soit le plus anticipé possible, qu'il rentre dans des réflexions personnelles, familiales, etc., pour qu'en fait, il n'apparaisse pas comme quelque chose que l'on subit de plein fouet et qui s'impose à nous alors qu'on n'a pas choisi d'aller à tel ou tel endroit, de vivre ou tel déracinement peut-être par rapport à l'habitat qu'on occupait précédemment. Donc la question de l'anticipation, de l'éducation, du dialogue, notamment par exemple avec les personnes âgées, peut être un élément utile. Voilà pour le premier regard. Donc l'importance de comprendre à quel point le logement est l'un des, comme le travail, comme la santé, est l'un des éléments protecteurs de la vie, et à quel point, quand on parle de parcours résidentiel et quand on propose aux gens de déménager, etc., il faut y aller avec doigté, parce qu'on touche à quelque chose qui est essentiel dans la vie des gens. Alors, on peut regarder la question du parcours résidentiel du point de vue du droit. Et du point de vue du droit, en fait, il y a des textes de loi, notamment le premier texte sur cette question-là, c'est la loi qu'on appelle MOL. Alors, ça veut dire mobilisation et lutte contre les exclusions. Mais dans cette loi concerne essentiellement le logement social et pose des questions par rapport de parcours résidentiel dans le logement social. Alors que précédemment, le droit au maintien dans les lieux, dès lors que vous aviez obtenu un logement social en étant en dessous des plafonds à un instant T de votre vie, eh bien, vous aviez le droit d'y rester pour tout le restant de vos jours en payant des surloyers. Eh bien, la loi, elle a bougé les choses par rapport à ça, et elle s'affine petit à petit,
ça joue sur les règles d'attribution et donc ça a de l'importance pour les communes de bien comprendre qu'il y a des règles d'attribution. Et par exemple, aujourd'hui, pour une personne seule, on peut attribuer un T1, un T1 bis ou un T2. Mais en principe, la loi ne nous autorise pas à attribuer un T3 à une personne seule. Donc, du coup, c'est compliqué du point de vue de l'attribution. Or, quelquefois, les personnes âgées, par exemple, elles peuvent, alors qu'elles sont seules et de façon légitime, demander un T3 parce qu'elles ont besoin d'accueillir les enfants. Donc, ça veut dire que dans la complexité de la réponse que l'on va construire en matière d'habitat, il va falloir tenir compte de cette réalité. Ensuite, tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas 65 ans et qu'on se trouve dans une situation où on est en sous-occupation dans son logement, ça veut dire qu'on a un grand logement, par exemple, dans lequel on a élevé ses enfants, et puis les enfants sont partis, et on se retrouve seul, eh bien, en fait, en principe, on doit pouvoir gérer de la mobilité qui s'impose, à condition qu'il y ait des logements équivalents, évidemment, pour pouvoir libérer un plus grand logement pour des familles qui en auraient besoin. Il y a aussi, en matière de revenus, si les gens ont des ressources, voient leur situation croître et s'embellir, eh bien, en fait, s'ils dépassent durablement les plafonds de ressources de 200%, ils ne vont pas non plus pouvoir rester dans le logement social. Donc, il y a des règles qui s'imposent aux acteurs du logement social. Et en tant que commune, quand on travaille avec les organismes HLM, c'est important de connaître leur politique de gestion, de savoir qu'un jour, ils peuvent être aussi rattrapés par la patrouille s'ils ne respectent pas les règles et si les marchés se tendent et si on est en marché tendu, pour avoir une palette d'offres suffisante pour répondre à toutes les situations qui peuvent se présenter en matière de logement social. Et ça me permet d'introduire la troisième question, et puis après, ça va permettre d'entrer dans les exemples. Dans la réalité, quel est le rôle des communes dans le parcours résidentiel? La question qui se pose à nous, à chaque commune, est de dire quelle est la palette, de bien comprendre quelle est la palette des logements qui existe sur la commune pour répondre à la diversité et à la complexité des demandes d'habitat aujourd'hui. Puisqu'en fait, à un instant T, il faudrait qu'on soit, au moins à l'échelle d'une intercommunalité, capable de répondre à la réalité de la demande qui s'exprime sur un territoire. Et les logements, par exemple, il faut avoir des focus assez attentifs sur la question du logement pour les personnes les plus fragiles, la question du logement pour les jeunes qui décohabitent, qui sont en formation, qui ont quelquefois besoin de 2 logements, un logement sur un lieu de formation, un logement sur un lieu de stage, un logement pour aller travailler pendant telle ou telle saison, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a à cet endroit-là, dans le logement des jeunes en tant que tel, une vraie complexité en matière de réalité de la demande et de capacité contributive des habitants à payer un logement, voire quelquefois deux. Il y a ensuite la question du logement, alors temporaire, on a un peu parlé des saisonniers, stagiaires, mais ça peut être aussi du logement temporaire, parce que c'est un logement qui va être un logement tremplin pour permettre d'accéder ultérieurement à un logement de plein exercice, alors soit à travers un bail glissant, soit à travers, etc., etc. Donc, plein de petites situations un peu compliquées. Puis, il y a le logement pour les familles, donc, où on va avoir là, pareil, une diversité d'offres qu'il faut essayer d'offrir. Alors, ça peut être du locatif aidé, dans le neuf, dans l'ancien, à la fois public et privé, et puis ça peut être aussi de l'accession
en maison, en appartement, en pleine propriété, en propriété progressive, en propriété avec un démembrement entre le foncier et l'immobilier lui-même par l'intermédiaire, par exemple, des offices de foncier solidaire. On voit bien que la palette des offres, elle est aujourd'hui très complexe pour répondre à toutes les attentes. Il y a aussi des questions autour des logements liés aux besoins d'accessibilité pour faire face à différentes situations de handicap. On a quelquefois tendance à penser à des personnes seules en situation de handicap. Mais les situations de handicap peuvent être beaucoup plus diverses que ça. On peut avoir dans une famille un enfant en situation de handicap, un conjoint en situation de handicap. Donc, c'est pareil, la question de la palette des offres est un sujet assez compliqué. Et quand on parlera d'accessibilité, c'est vrai pour les personnes en situation de handicap, mais c'est vrai aussi pour les personnes âgées. Si autour du handicap se posent des questions de mobilité, il faut s'interroger sur les questions de service dans un environnement immédiat ou les questions de service qui peuvent venir jusqu'au logement. Et on peut avoir tendance à dire que, par exemple, pour des personnes âgées ou des personnes handicapées, un rayon de 300 mètres par rapport à l'accessibilité autour du logement, par rapport à l'accessibilité à pied d'un ensemble de services permettant la vie quotidienne, est un élément qui est un véritable atout pour que les personnes restent durablement dans le logement. Et ensuite, on va aussi s'ouvrir à la question des logements en habitat collectif, donc des résidences pour personnes âgées, des résidences-services pour personnes âgées ou pour des jeunes, et puis des EHPAD, etc., etc. Donc, on voit bien que quand on est maire d'une commune ou investi sur les questions d'habitat dans une petite intercommunalité, la question de l'habitat, la question du parcours résidentiel pour que chacun, à l'endroit où il est rendu dans sa vie, puisse avoir le logement qui lui convient, eh bien, en fait, on a besoin d'avoir une palette d'offres qui permettra un véritable parcours résidentiel des habitants et qui permettra de répondre et d'ajuster les réponses aux demandes réelles. Et du coup, il faut être en capacité de comprendre quelle est l'offre sur son territoire et d'être capable de nouer des partenariats avec différents acteurs, du logement social certes, mais aussi quelquefois de la promotion privée, pour avoir une véritable palette d'offres qui répondent au spectre le plus large des demandes et qui permettent d'avoir de véritables parcours résidentiels, que les gens puissent se projeter dans ce parcours résidentiel sans devoir quitter la commune ou quitter en tout cas leur territoire de vie. Voilà ce que je peux dire pour introduire le sujet, mais je sais qu'à travers les exemples que l'on va décortiquer, on va avoir évidemment des réponses plus concrètes que ce que je peux dire dans ces quelques propos introductifs. Merci beaucoup Annie de cette introduction très, très complète. Donc on va effectivement passer aux 3 témoignages qui dureront chacun environ 15 minutes de présentation et on aura une dizaine de minutes d'échange suite à chacune des présentations. Je vous propose de plutôt laisser dérouler les présentations et de prendre les questions ensuite. Malgré tout, vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez. Le premier témoignage sera La Chapelle-Soharou. On entendra ensuite le témoignage de Crac et ensuite le témoignage de Loqueltas. Donc, le premier témoignage sera exprimé par Régine Armand, maire de La Chapelle-Thoireau, une commune à l'ouest de Rennes, qui va partager son projet, en tout cas comment la commune s'est adaptée à l'évolution rapide de la commune qui se trouve en deuxième couronne de Rennes.
avec peut-être des focus plus précis sur le projet de leur maison senior et la ZAC de la niche aux oiseaux qui a été à maintes fois visitée lors des visites Brudel. Donc je passe la parole à Régine Armand. Merci. Oui, donc Régine Armand, maire de La Chapelle-Thoireau. Donc, La Chapelle-Thoireau est une petite commune de 2300 habitants à l'ouest de Rennes, mais qui fait partie de Rennes Métropole. C'est important de le dire parce que ça a aussi des impacts sur la manière dont on travaille l'urbanisme sur la commune et le PLH par la même occasion, hein, puisque le plan local d'habitat est très en lien avec l'accueil de nouveaux habitants sur la métropole. Donc, notre commune est engagée depuis de nombreuses années dans le développement durable. On a eu une requalification du bourg il y a 3 ans et vous avez cité une extension urbaine au niveau de la niche aux oiseaux, un quartier qui est futurement éco-labellisé, qui accueillera au final 250 logements sur à peu près 10 hectares. Donc là, pour accueillir des familles, des personnes seules, enfin, tout un panel de personnes et surtout d'habitat dans leur structure, on va dire du collectif et de l'individuel, du privé, du collectif social, de l'accession à la propriété, enfin tout le panel disponible sur notre territoire pour pouvoir accueillir des nouveaux habitants. Et même si au départ, le projet a été de porter à 330 logements cette extension urbaine. Bon, ben, vraiment, deuxième couronne rennaise, on va dire que ça n'a pas été facile de faire des propositions et de trouver des propositions commercialement acceptables, on va dire, pour certains bailleurs ou opérateurs privés sur du collectif. Donc, on a quand même un peu moins de collectifs que prévu, mais quand même une belle densification. Donc ça, c'était pour l'accueil de nouvelles populations. Et puis, d'un ordre général, le PLH nous oblige, comme je le disais, comme Madame le disait précédemment, Annie, à accueillir des habitants sur la commune, parce qu'une commune qui n'accueille pas, une commune qui meurt aussi. Mais au-delà de ça, simplement, sans parler de flux migratoires de population extérieure à la commune, simplement aussi de solde naturel avec les enfants, des personnes qui vieillissent et qui ont des besoins de logement. Parallèlement à ça, évidemment, la question, évidemment, oui, pas forcément, mais évidemment aussi chez nous, la question du logement pour les seniors, pour les personnes âgées, est assez rapidement venue sur le tapis. Alors, il y a ça plus d'une bonne douzaine d'années, on avait déjà, à cette époque-là, fait des propositions de petits logements en centre-bourg, mais de petits logements plutôt individuels, plutôt peu de logements aussi, et cachés un petit peu, enfin cachés, ils étaient vraiment pas loin du centre-bourg, mais assez cachés. Donc, pour les gens qui ont intégré ces logements, ça a été un petit peu difficile. Ils ont fait la remarque qu'en fait, ils ne voyaient personne à cet endroit-là. Et puis voilà, on savait, il y avait des personnes âgées qui quittaient la commune parce qu'ils ne trouvaient pas d'offres d'habitat sur notre commune, plus près du centre-bourg, pour rompre l'isolement, pour se rapprocher des services, pour continuer leur parcours de vie résidentielle sur la commune de La Chapelle-Thoireau. Donc, ils allaient dans les communes avoisinantes qui proposaient déjà des petits collectifs, des appartements adaptés à leur situation. Donc, les élus de l'époque ont commencé à faire un questionnaire, aller voir les seniors, vraiment réfléchir à la question en termes de demande, vraiment, si c'était vraiment ponctuel ou si ce n'est pas quelque chose qui était vraiment ancré quelque chose qui était vraiment très prégnant pour le coup en termes de nombre d'habitants. Et il s'est avéré qu'en fait, oui, il y avait vraiment une demande. On a été accompagné aussi à cette époque-là de toutes les personnes qui gravitent autour des personnes âgées. Hein. Ça va être les personnes qui visitent, type ADMR, les infirmières, etc., qui connaissent aussi très bien ces personnes-là, ce public-là. Il y a eu pas mal de visites, de fait, sur ce qui se faisait, alors que ça partait de l'EHPAD à la maison Elena, tout un tas de logements qui étaient proposés aux seniors. Et puis en parallèle, évidemment, parce qu'avoir un projet, c'est bien, mais savoir le positionner, c'est mieux. La commune, dans le cadre de sa présence sur la métropole, peut préempter, grâce à la métropole, du foncier.
Donc, depuis de nombreuses années, on avait quand même déjà, enfin, les élus de l'époque, hein, je ne suis pas responsable de tout, avaient préempté une bonne partie de bâtisses, vraiment très proches du bourg, des anciennes fermes, des choses assez, pas abandonnées, mais en très mauvais état, mais qui ont été donc engrangées dans une espèce de patrimoine avec objectif, bien entendu, puisque c'est une obligation d'avoir des projets d'habitat ou autres sur la commune. Donc, on avait d'un côté la demande, on avait potentiellement des espaces sur la commune, restait plus qu'à trouver le bon endroit et savoir bien faire ce qui nous semblait être le mieux pour l'accueil de cette population. Ça venait dans un programme qui était plus global. À cette époque-là, on parlait d'intergénérationnel. On avait l'objectif de faire une médiathèque, de faire une maison senior et de faire une maison de l'enfance. Alors, pour une commune de 2300 habitants, ça faisait un gros morceau. Donc, on avait la maison senior qui était vraiment très, on va dire, plus avancée en termes de cahier des charges. Donc là, ça serait porté à cette époque-là, ça l'est, mais ça l'était dans l'esprit de cette époque-là, porté par un bailleur, donc on va dire un peu neutre économiquement pour la commune. La médiathèque, ça, c'était pour la commune. Donc la maison de l'enfance est restée un petit peu à l'écart pour le moment et on espère pouvoir aussi proposer cette offre-là dans le futur. Donc je reviens sur les points. Donc on avait une carte de la commune, donc on a fait avec un groupe de travail la maison senior baladeuse, où serait-elle le mieux positionnée. On s'est fait accompagner d'un urbaniste, de l'aménageur territoire qui officie beaucoup sur la métropole, mais pas que. Et puis, ils nous ont aidés dans l'écriture du cahier des charges. Nous, on a listé énormément de choses, de ce qu'on voulait dedans, ce qui nous semblait important, que ça soit de l'usage, du détail vraiment très fin, type prise électrique à hauteur de main, jusqu'à aussi avoir une salle commune qui puisse être un endroit de contact et d'activité pour eux, d'usage pour eux, pour agrandir leur logement quand ils reçoivent du monde, et aussi de recevoir des associations extérieures, de la famille, etc. Enfin, tout un tas de choses. En tout cas, un usage assez, on va dire, interactif, pas exclusif en tout cas. L'écriture de cahier des charges a été faite en aide avec l'aide du groupe territoire. Et puis, suite à un voyage d'études avec Bruded aux Pays-Bas, le maire de l'époque est revenu avec dans sa besace le cradle to cradle. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail là maintenant, c'est peut-être pas le sujet, mais disons que ça rajoutait au programme un peu plus de vertu en favorisant un habitat plus sain, entièrement démontable, quasiment entièrement démontable, quasiment 60% biosourcé, et en tout cas qui peut être réutilisable. Ça va au-delà du recyclable, c'est réutilisable. Donc, il y avait aussi l'association dans le Cradle to Cradle de l'aspect accompagnement, interaction sociale dans ce lieu de vie. Ça ne suffisait pas seulement de faire un bâtiment, il fallait aussi qu'ils vivent d'une certaine manière. Des espaces extérieurs qui soient aménagés aussi dans un certain sens, qui pouvaient être proposés, mais qui devaient vivre comme étant un package complet de cette offre-là. Des groupes de travail, toujours. Donc, on a fait beaucoup de participatifs, que ce soit en amont avec des gens de la commune, des élus, bien entendu. Et au moment où le bailleur social qui a dit « Ok, je prends le projet qui est né au toit pour nous, je veux bien construire cette maison senior comme vous l'avez imaginé, de la manière dont vous l'avez imaginé, et on va se faire accompagner des acteurs qui sont capables de nous aider à aller jusqu'au bout du projet. Donc, les acteurs, il y a évidemment l'architecte, des cabinets conseils pour le Cradle to Cradle, mais aussi, évidemment, la métropole, parce que, évidemment, quand on est sur des projets novateurs, ça coûte un peu plus cher, et donc, pour aller donner un peu de sous, chercher les sous, il fallait aussi taper à la porte de la métropole de nouveau. Donc, le projet s'est monté. Aujourd'hui, il est ouvert. Il a été inauguré il n'y a pas très, très longtemps. Il y a quelques mois. Il y a 19 logements. 19 logements qui vont… C'est des T2, des T3. Il y en a
13 T2 et 6 T3. Alors, ça va du PLS au PLUS, PLAI, donc une offre en effet diversifiée, ce qui fait qu'on peut aussi proposer ce logement à des gens qui ont un petit peu plus de sous, un petit peu plus de revenus que certains autres qui n'en ont pas et qui bénéficieront aussi de ce logement social. Le projet tourne maintenant autour de l'animation qu'on va mettre dans cette maison sociale, dans cette maison senior, puisque l'animation, ça doit être fait par un coordinateur. On n'est pas en capacité, nous, petite commune, pour pouvoir faire ça nous-mêmes. On cherche un appel à financement, d'appel à projet du département qui vont certainement nous aider sur le 2e semestre à mettre ça en route. On est en lien évidemment avec les habitants de cette maison et aussi pour faire vivre cette maison, définir un petit peu une charte de vie qui fait que ça fonctionne bien, qu'est-ce qu'on y fait, comment on utilise cette salle-là. Ils sont un petit peu cadrés, un petit peu orientés, mais c'est quand même eux qui décident au final de ce qu'ils vont faire à l'intérieur de cette maison. Mais je dirais que ça a été assez facile, puisqu'en fait, la maison, quand elle a été construite, je dis la maison, mais en fait, c'est quand même un petit collectif, hein. Les gens qui ont été envisagés pour venir habiter cette maison étaient au courant de la manière dont elle avait été construite et conçue et comment ils allaient vivre à l'intérieur. Clairement, une personne âgée qui n'avait pas envie de rencontrer du monde, qui était très bien là où elle habitait, on lui disait est-ce que c'était vraiment utile pour elle de venir plus près dans le bourg, certes, mais plus près pour vivre ça différemment. Donc, bon, voilà, les gens qui sont là, et ils ont tous, les 19 logements étaient pleins dès l'ouverture, sont très partie prenante de ce projet. Ils ont envie de faire des choses, et ça rejoint aussi dans le parcours de vie le dynamisme qu'ils retrouvent à vivre ensemble, et chez eux en même temps, mais avec l'envie de faire. La proposition qu'ils auraient faite, ils ne l'auraient pas eue s'ils avaient été dans leur appartement, chacun, ou dans leur maison, éloignés du bourg, en restant là où ils étaient. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se ressent. Quand on parle avec eux, là, on parle quand même régulièrement avec Christiane Bouquet qui est présente dans le webinaire, là. On parle régulièrement avec eux. C'est quelque chose ils sont très, très enthousiastes. En tout cas, ça se ressent. Et du coup, on a vraiment l'impression d'avoir des seniors qui ne sont pas si seniors que ça pour certains. Donc, c'est assez encourageant et c'est satisfaisant, vraiment. Je parlais de plein de choses. Dites-moi s'il y a peut-être des questions qui sont apparues sur lesquelles je pourrais… Alors, moi, je voudrais juste intervenir parce que vous avez beaucoup parlé de la maison senior et l'idée aussi, c'était de savoir comment la commune avait appréhendé globalement le parcours. Donc, la maison senior en fait partie, bien évidemment, mais de voir un petit peu les leviers qu'a utilisé la commune pour travailler un petit peu justement sur l'accueil de tout type de population. Donc, effectivement, il y avait l'idée d'une étude d'urbanisme, les levées des financements par via Rennes Métropole. Je pense que c'est intéressant aussi, vous l'avez dit au tout début, mais d'expliquer un petit peu comment Rennes Métropole intervient sur les différents types de projets. Le choix de la commune aussi, quelque part, de ne pas porter des opérations en régie, finalement, sur les opérations d'habitat, j'entends. Et quelque part aussi, le fait que vous travaillez avec Néotoa, qui est un bailleur qui vous a suivi. Donc, c'est peut-être des points importants peut-être à souligner, que ces leviers qui vous ont permis peut-être de répondre à différentes demandes, les personnes âgées, mais aussi les populations type famille ou les gens plus seuls, plus jeunes. Voilà, c'est un petit peu intéressant peut-être de pointer les quelques leviers particuliers que vous avez pu utiliser sur votre commune. Alors, les parcours, oui, c'est ce que je disais au début de la présentation de la commune, c'est que la niche aux oiseaux, donc 250 logements, c'était vraiment une offre qui était pour les familles en général, mais pas que. Voilà, c'est pas fléché forcément dans ces cas-là. Mais en tout cas, beaucoup de logements, du collectif, donc des appartements à des maisons individuelles, a vraiment une vaste palette d'offres. Donc là, on va dire, tapé large dans l'offre d'habitat. Et par contre, s'il y a une population sur laquelle on n'a pas aujourd'hui travaillé parce qu'on n'était pas forcément, je pense, dans les mieux placés dans la proposition, c'est plus pour les jeunes.
On n'a pas de zone d'activité, on n'a pas d'industrie proche de la commune, vraiment très proche. On est en bout de ligne du 53, des étudiants, parce que je veux parler des jeunes, là, pour le coup, faire des TA et des studios à la Chapelle-Porot, ça n'avait pas vraiment de sens. Mais peut-être que dans 10 ans, ça sera le cas. Aujourd'hui, ça ne l'était pas. Par contre, l'offre pour les seniors, elle était vraiment évidente, parce qu'il y avait vraiment une échappée de cette population-là. Alors, ce n'est pas une échappée monumentale, mais on avait quand même 4-5 personnes tous les ans qui partaient, qui en parlaient à l'ancien maire, qui nous en parlaient, qui parlaient aux infirmières, qui venaient à la mairie, qui ne trouvaient pas de logement et qui partaient donc. Donc là, il y avait vraiment un vrai besoin. On avait l'offre pour toutes les familles et autres qui voulaient en zone périphérique. Hein. La ville est assez rassemblée, hein, donc ils ne sont pas bien loin, ils sont tous à 10 minutes à pied. Mais l'offre hyper-centre pour les seniors, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas assez, en tout cas, avec 5 logements. On ne peut pas dire qu'on pouvait répondre. Donc là, c'est là-dessus qu'on a voulu aller. Et pour pouvoir y aller, évidemment, il faut avoir le foncier. Et pour le faire, il faut avoir aussi les compétences en interne. Bon, on a une petite commune de 1300 habitants, on a 5 agents administratifs, on en a 5 au service technique, voilà, c'est très limité. Donc la régie, et on n'avait pas les élus, ou on aurait eu des élus, mais pas forcément le temps pour tous les élus de pouvoir porter ce genre de choses. Donc le choix de la régie n'a pas été fait. Ça s'est fait donc par l'aménageur territoire. Donc il y a toujours des solutions. C'est sûr que ça, si j'ai bien compris, ça rapporte, je ne l'ai pas connu, mais ça rapporte plus de faire de la régie, mais c'est certainement beaucoup plus complexe aussi, mais certainement aussi très intéressant. Mais voilà, il fallait les ressources en interne qu'on n'avait pas. Donc le portage par la métropole, l'investissement de départ, avec des projets dessus, puisque la métropole porte nos projets, préempte les zones foncières qui nous intéressent parce qu'on a des projets. Et après, le montage des projets, évidemment par les élus, aider de la population qui aide quand on est aux prémices des projets. On essaye toujours de faire du participatif, d'interroger, de poser un maximum de questions, de visiter, d'être accompagné. Et puis, Néotoile, le bailleur, à la fin, qui vient construire le bâtiment, puisque c'est du logement social, et qui a accepté, parmi 3 qui avaient répondu, qui a accepté de faire cette maison senior comme on l'avait décidé, puisque c'est quand même très, très décidé en amont. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi de dire à un bailleur, faites-nous une maison senior. On a dit, on voulait faire une maison senior de cette manière-là. Est-ce que vous voulez la faire pour nous? Donc, ça a marché, puisque Néotoile a accepté. Donc, en clair, ça ne nous a rien coûté. À part beaucoup de temps, ça c'est certain. Mais en tout cas, financièrement, le portage a été donc repris par le bailleur social qui a construit et qui loue aujourd'hui les logements. Ok. Peut-être qu'on peut prendre des questions sur ce qui a été présenté, mais moi, j'aurais, enfin voilà, sur la niche aux oiseaux, rebondir, en fait, faire le lien entre ce que vous avez présenté ou ce qui est la ZAC et ce que disait Annie précédemment sur les déménagements forcés qu'évoquait Annie. Oui. Enfin voilà, quand on répond plus aux critères, mais il y a aussi les déménagements un peu forcés quand le logement répond plus à l'évolution de la vie, à un nouvel enfant ou 2 nouveaux enfants. Enfin voilà. Il me semble qu'il y a des logements évolutifs qui ont été. Oui. Alors oui, il y a des logements évolutifs, il y a aussi des petits logements, il y a aussi des petites parcelles, donc des petits prix. Ceci explique cela. C'est-à-dire que sur la niche aux oiseaux, la densification fait qu'on a obligatoirement des petites parcelles quand on construit des maisons. Et il y a des projets qui ont été montés par des bailleurs avec des maisons plus jardin à moins de 200 000 € pour accueillir des familles, primo-accédants. Donc, c'est sûr que là, on avait une offre potentielle qui a permis d'arriver sur la Chapelle-Thoiron en 2e couronne, donc aussi, en tout cas, il y a quelques années, un petit peu moins cher, peut-être moins maintenant, mais toujours quand même un peu, pour des couples avec enfants qui cherchaient une maison dans un cadre un peu plus vert que ce qu'ils avaient peut-être précédemment. Ça a été souvent le cas, en tout cas sur les derniers qui sont arrivés pour en avoir discuté avec eux. Leur parcours, c'était d'avoir une famille, d'avoir une maison, pas forcément beaucoup de terrain, mais
dans un cadre verdoyant et dans la métropole, parce que ça compte aussi d'avoir le bus qui passe 43 fois par jour pour aller travailler ou simplement pour aller à l'école. Donc ça, c'est dans ce parcours-là. Et puis les maisons, au niveau urbanisme, clairement, oui, là aussi, il a été sur certains lots, certains îlots de construction, les maisons ont été faites d'une manière à ce qu'elles puissent évoluer. C'est-à-dire qu'un espace qui aujourd'hui est en comble va être aménagé, ou une avancée de la maison qui aujourd'hui est en terrasse pourra être couverte et faire une autre ou deux autres pièces. Donc, sur pas mal de lots, ça avait été envisagé comme ça. Ça a été fait sur la niche aux oiseaux et c'est ce qu'on va faire aussi en Hyperbourg, puisque là, on est sur le projet de maintenant de densification urbaine. La Lausanne arrivant, on va s'y coller nous aussi. Et la densification urbaine, ça ne veut pas dire qu'on va proposer que des petites maisons forcément non évolutives. On va commencer à proposer des triplex avec les 2 premiers niveaux, on va dire rez-de-chaussée, premier étage aménagé, et le 3e potentiellement qui puisse l'être. Donc moins large, mais plus haut. Donc on est en centre-bourg, on densifie, et c'est aussi de l'évolutif, et ça permet aussi à des gens qui auront une vie un peu plus longue avec nous sur la Chapelle-Taureau de pouvoir rester et puis agrandir leur famille. Merci. Alors, il y a peut-être d'autres questions pour Régine. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, Martial Clavier, maire de Coatméal. Je voulais savoir si dans la niche aux oiseaux, si vous étiez propriétaire du foncier ou pas. Alors, à l'origine, on était propriétaire d'à peu près 5 hectares. La commune était propriétaire de 5 hectares. Et c'est l'aménageur donc, qui a repris et qui a été acheté le reste au propriétaire. Voilà. Donc, tout n'appartenait pas à la commune, pas au tout début. Et plus maintenant. Okay. Et pour la maison senior? Alors là, c'était une maison, en fait, il y avait une ferme coupée en deux. On avait préempté la moitié quand elle avait été en vente et la deuxième partie devait être préemptée, on savait, assez rapidement dans les quelques années qui ont suivi, juste au moment où le projet est sorti, on va dire, des cartons. Donc, on a vu avec la propriétaire, et c'est Néotois qui a racheté l'ensemble. D'accord. Une partie préemptée par la métropole, l'autre pas encore, mais au final, ça s'est joué à quelques mois après. Tout a été repris par le Néotois. D'accord. Et je regardais pendant que vous discutiez, je regardais aussi sur votre site. Je regardais la maison senior. Il y a 2 étages. Ah, il y en a plus que 2. Il y en a 2 plus un attique. 2 plus, voilà, c'est ça. Et il y a un ascenseur ou pas pour les oui. Ou alors oui. Oui, personnes âgées. Oui, c'est obligatoire, bien sûr. Ah oui, non, c'est vraiment une maison adaptée. Hein. Alors, ils ont tous, c'est des maisons traversantes, tout en plein sud. Les appartements sont traversants, tout plein sud, avec soit balcon, soit terrasse, soit petit jardin, en tout cas, ils ont tous accès avec un balcon, un ascenseur à leur appartement, sauf le rez-de-chaussée, bien entendu. Oui, c'est vraiment très adapté. D'accord, ok, très bien. Ben, je vous remercie. Maïwen vient de mettre dans le chat le lien vers la page projet sur ces 2 projets de la Chapelle-Taureau, la niche aux oiseaux et la résidence senior. Est-ce qu'il y aurait une autre question pour Régine Armand? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on va passer au témoignage numéro 2, en sachant qu'on aura un temps d'échange probable à la fin du webinaire et on pourra revenir vers les différents intervenants. Donc, moi, je devrais m'excuser à 19h25 parce que j'ai un conseil municipal derrière, j'avais prévenu, mais je répondrai volontiers à toutes les questions d'ici là. Excusez bonne. Donc, on va passer au deuxième témoignage qui est le témoignage de Ronan Le Délésir, adjoint à la commune de Crac, adjoint à l'environnement, au projet et à la cohérence territoriale. Crac, c'est une commune littorale à proximité d'Auray entre Vannes et Lorient. Et donc, Ronan va nous présenter, on va dire, les dernières évolutions de la commune. Comment, en zone tendue, une commune peut agir pour diversifier l'offre de logement.
à la fois à l'échelle de la commune par différents artifices, mais aussi promouvoir une forme de mixité au sein même de l'opération. Je te laisse la parole, Ronan, pour dérouler. Bon, tu as tout dit, hein, je peux peut-être partager un écran juste parce que je suis confus, mais j'aurais dû t'envoyer ma petite présentation, mais je peux juste… je ne sais pas si je peux… ouais, j'ai l'écran, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, c'est un hasard. Là, Ça devrait venir, on c'est voit. juste un peu… tu vois? C'est en train de charger, vous voyez quelque chose? Oui, c'est bon. Ouais, c'est en train de charger, mais c'est bon, voilà. Non, c'était juste une présentation, mais c'est rapide, hein, c'était juste… présenter où se situait la commune. Normalement, vous devriez le voir, affiché. Alors, je vais essayer de faire ça. Non, là, on est sur vous ta voyez la page. commune, là, ouais. Oui, là, voilà. on voit, Ah, vous êtes sur ma page. on voit ton navigateur, là. Ah bon, bah laisse tomber, je vais laisser, c'est pas grave. Non, mais tu as dit déjà où. Je pense qu'il Non, mais je vais suffit de l'envoyer, mettre. etc. Mais bon, j'aurais dû l'envoyer, mais bon, c'est pas grave, je vais faire sans. Ne t'inquiète pas, arrêtez le partage, parce que ça met du temps et puis c'est les réseaux. Non, mais c'était juste pour vous dire, donc en effet, Crac est une commune littorale. Hein, on est les 2 communes ou 3 communes qui sont sur notre front littoral, c'est la Trinité-sur-Mer, l'Orgues-Mayaquer. Donc on a une partie qui est Golfe du Morbihan, une autre partie qui est au Baie de Quiberon. Donc, on est un territoire rural et littoral. Rural parce qu'on est une commune avec encore une vingtaine d'exploitations agricoles. Donc, ça, je m'en félicite. On est quand même des communes littorales qui gardent encore de l'activité ostricole. Hein, c'est de l'élevage laitier essentiellement, mais bon, avec des arrivées de nouvelles productions. Bientôt, on boira du vin par chez nous. Là, ça y est, c'est parti, les vignobles. Ce n'est pas une boutade parce que c'est pour vous montrer que le foncier même agricole devient très tendu chez nous. On a des demandes pratiquement journalières pour avoir l'implantation de jeunes avec des projets. Bon, on peut en discuter. Et puis, de l'ostriculture, donc ce n'est pas neutre non plus parce qu'il y a des enjeux d'assainissement qui sont très lourds chez nous. Je vois dans les communes des Côtes-d'Armor, certaines sont fermées. Maintenant, on ne peut plus urbaniser parce qu'il y a des problèmes d'assainissement, mais nous, on est très sensible à cette question, notamment la rivière de Crac, qui nous borde sur 6 km. Et puis, une commune bien située, puisqu'on est à 4 minutes, 5 minutes de la 4 voies, donc on est à mi-chemin entre Vannes et Lorient. Et je ne vous cache pas, quand on voit l'explosion démographique qu'on voit, en effet, en métropole de Rennes ou dans autre zone du Morbihan, mais Michel en parlera tout à l'heure pour sa commune aussi, sur l'agglomération mantaise. Mais nous, évidemment, on est sur des zones hyper tendues. Et peut-être ma casquette universitaire, qui travaille sur ces sujets depuis longtemps d'aménagement du territoire, je le dis souvent, il y a beaucoup de rapports qui sont sortis depuis 20 ans, mais depuis 20 ans, on a alerté un certain nombre d'acteurs en disant « Attention, la question foncière va devenir essentielle ». La question du parcours résidentiel, évidemment, puisqu'il y a aussi l'a dit Annie, il y a une sociologie qui est en train de bouger. Je pense qu'il y a un certain nombre de maires quand ils marient un certain nombre de jeunes couples. Comme dit Jean Viard, au bout de 7 ans, en moyenne, ils se séparent. Donc, ça veut dire que dans le parcours résidentiel, on a aussi des cassures, des casses de vie. Et pour le projet du Bosséno que je vais vous présenter, déjà, faire de l'accession à la propriété pour des jeunes, on a déjà, au bout de 2-3 ans, des séparations. Donc, ça prouve que c'est assez complexe. Donc, nous, on était dans ce cas… Dans ce cas, donc on est à 3500 habitants. Et puis, moi, depuis longtemps, je parlais un peu à l'équipe municipale en disant il est temps qu'on se fasse des réserves foncières parce qu'on n'en avait plus. Il n'y en avait plus. Donc, l'ancienne équipe, on était un peu au fil de l'eau. Ça se vendait, les terrains s'urbanisaient, souvent les enfants, pas de problème. Il y avait un terrain constructible. Bon, la loi littorale, nous, avait depuis longtemps commencé à nous cadrer. Ça, c'est des choses aussi qu'on connaît. Maintenant, vous voyez, par la loi Allure, Élan, beaucoup de vos communes rurales sont arrivées avec ces questions d'économie de l'espace, etc. Mais bon, pour ceux qui connaissent la loi littorale, et notamment dans le Morbihan, nous, on était très, très cadrés. Donc, forcément, des questions de hameaux, etc. Bon, moi, j'ai le représentant des Plumés, donc c'est ceux qui militent pour les fameuses dents creuses sur le littoral. Il est craquois, donc… on partage, souvent, il y a des beaux débats à l'échelle de notre commune sur ces questions de dents creuses, de densification, notamment des hameaux, etc. Donc, on est dans un contexte où le foncier, aujourd'hui, explose. Il augmentait, mais l'effet pandémie a accéléré les choses. Alors, pas de bol, on a été la première coronavirus, donc aussi.
Mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, avant la pandémie, on était à des terrains à peu près entre 150 et 200 euros le mètre carré. Donc, vous voyez, pour certaines d'entre vous, c'est déjà extrêmement cher. Mais aujourd'hui, on arrive à 400 euros. Donc, ça montre aujourd'hui que le parcours résidentiel, eh ben, il ne peut pas se faire pour des jeunes couples, des jeunes actifs, sachant quand même que je suis sur un territoire, le Pays d'Auray, vous allez dire, mais c'est riche, oui, il y a le tourisme. Non, non, c'est faux. On est le territoire où le taux de chômage est un des plus forts de Bretagne. Pourquoi? Parce qu'on a une typologie d'emploi très liée au service aux populations, au tourisme. Et bien sûr, c'est comme c'est saisonnier, eh ben, on a des ruptures d'emploi. Bon, voilà. Bon, sachant qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une bascule, c'est que ces emplois qui étaient très liés à la saisonnalité ou ces emplois, on va dire, entre guillemets, précaires, aujourd'hui, voilà, des entreprises sur du tertiaire avec le développement de la fibre, et là aussi, de ce qui a pu emporter la pandémie, du télétravail est en train de changer, de modifier complètement les populations qu'on a sur le territoire. Donc, depuis longtemps, on s'interrogeait. Et puis, à l'occasion du PLU en 2016, j'ai poussé à ce qu'on réfléchisse sur une extension du bourg sur 7 hectares, mais avec une OAP, donc une orientation d'aménagement de fait, et puis une volonté de travailler sur de la maîtrise foncière. Tout à l'heure, un élu parlait de la maîtrise foncière. Il y avait 7 hectares, 8 propriétaires avec des indivisions, donc voilà. Et moi, je suis parti du principe qu'il fallait absolument qu'on ait la main sur une partie de ces terrains, parce qu'autrement, on savait que les promoteurs étaient déjà en attente. Et comme il était classé 2AU, eh ben, on a plutôt bien encadré en disant qu'on rentrait dans un deal avec les propriétaires. Alors, un certain nombre connaissent les AC. Alors, c'est facile quand vous êtes dans des agglomérations, avec des structures qui vous aident, etc. Moi, je voyais, bon, par mon côté professionnel aussi, j'étudiais un petit peu les développements urbains des communes alentours, et je voyais que les actes, parfois, il y avait des blocages très forts, notamment des propriétaires, etc. Parce que quand j'entends des expropriations, c'est facile, mais dans nos communes quand même rurales, quand on connaît à peu près tous les gens, parler d'expropriation, voilà, ils peuvent vite vous arriver en disant c'est du vol. Voilà, il y a un côté quand même. Moi, je serais très content que je sois dans une grande métropole et qu'on me dise on va exproprier au nom de la métropole. On peut nous se mettre derrière la métropole, voilà, se cacher, mais nous, évidemment, on connaissait tous les propriétaires et l'idée, c'était qu'on rentre dans un deal, voilà, en montant une association foncière urbaine libre, ce qu'on appelle une AFUL, une sorte d'association où on est rentré à 50% nous et 50% les propriétaires, en demandant dans cette AFUL que la commune puisse acheter la moitié des 7 hectares aux propriétaires. Donc, chacun lâchait à peu près la moitié de ces terrains qu'on achetait à un prix qui était de 50 à 60 euros. Alors, vous allez me dire pourquoi ils étaient prêts à vendre. Ben parce qu'on avait les fameux 28 logements à l'hectare, parce qu'il y avait un programme local de l'habitat de l'intercommunalité Auray-Quiberon-Terre-Atlantique qui s'appliquait sur cette zone. Et puis, il y avait les logements, en effet, sociaux. Et donc, les logements sociaux, chacun était responsable ou redevable d'un logement social. Et comme on avait mis une orientation d'aménagement, tout ce qui était voirie, etc., en gros, on mettait les 8 propriétaires face à aussi une complexité et que forcément, ils avaient en gros tout intérêt à travailler avec nous. Et ça a été le cas. Il n'y a pas eu tant que ça de réticence. Bon, les plus grosses complexités, c'était le plus souvent quand vous aviez des indivisions de 4 ou 5 personnes, voilà, entre frères ou sœurs, et parfois dans les familles, ce n'était pas toujours simple. Mais en tout cas, on a été accompagné donc par Géo-Bretagne Sud sur ce sujet, donc un cabinet d'études, et puis par un autre cabinet pour faire un petit peu la composition urbaine de ce programme. En gros, ce projet, c'est 140 logements. Donc, comme je vous disais, 28 logements à l'hectare, 50% en lot libre. Donc, ces 50%, c'était les 50% de lot libre des propriétaires privés qui gardaient une partie de leur terrain, donc voilà, qui étaient prêts à les vendre. Donc, là aussi, en termes de densité, on est sur des terrains entre 250, parce qu'il y en a aussi de la commune, mais entre 300 et 400 mètres carrés. Ce qui était de fait déjà une révolution sur nos communes. Ça peut sembler important dans certaines communes, voilà, notamment très urbaines, mais chez nous, bon, certains nous ont dit, ça y est, c'est des cages à lapins que vous allez nous faire, etc. etc. Donc ça, il faut laisser aussi parler, il faut avoir aussi le discours politique en face.
Mais moi, tous les gens qui sont venus me taxer en me disant oh là là, tu as vu les cages à lapins, tu as vu les maisons sont mitoyennes, vous poussez à la mitoyenneté. Bon, vous regardez les centres-bourgs de toutes nos communes rurales, il y a du R+2, il y a des communes, voilà, les maisons sont mitoyennes. Vous allez sur le littoral, vous allez aller à la Trinité-sur-Mer, vous verrez comment est le bâti. Pour autant, voilà, on vit bien et on a aussi une intimité dans nos parcelles, aussi bien dans des 250 mètres carrés ou 300 que dans des terrains de 2000 mètres carrés. Et donc, pour notre compte, on avait 30% en lot libre, aidé. Donc là, l'idée, c'était qu'on fasse de l'accession à la propriété pour les primo-accédants. Alors, primo et secondo-accédants, je vous le dirai, voilà, si vous avez des questions là-dessus, mais pourquoi les secondos, c'est que souvent, on avait, mettons, un jeune homme qui avait acheté un appart et puis, voilà, il se met en couple, ils ont un enfant, donc voilà. Et après, quand ils candidataient pour avoir un terrain municipal, forcément, on pouvait comprendre que, voilà, il ne faisait pas un jeu foncier, c'est qu'il était un jeu spéculatif. Il était vraiment dans une démarche d'implantation sur le territoire. Et puis, on a 20% de logements sociaux qui seront à la location. Alors, vous voyez, nous, l'enjeu, c'était bien de garder des jeunes sur la commune, puisque nos écoles baissaient. On avait un marché foncier super dynamique, mais évidemment, des gens, en gros, de 60 ans qui arrivaient des métropoles. Alors, il faut arrêter de dire les franciliens, parce que nous, on a aussi bien des gens de la métropole rennaise, nantaise, et là, je fais une grosse étude avec mes étudiants sur le territoire, sur l'impact de la pandémie. Vous seriez étonnés, ce n'est pas des Parisiens qui viennent forcément sur notre territoire breton. C'est comme sur les résidences secondaires, on croit que c'est que des gens qui viennent de l'extérieur de la Bretagne. Et majoritairement, les gens qui ont des résidences secondaires, c'est des Bretons. Voilà, c'est un peu étonnant, mais il faut aussi mettre des typologies de population derrière des chiffres, parce que souvent, on mélange un peu tout. Donc, on est sur des territoires qu'on maîtrisait. Donc, on a fait là un appel à projet ou à candidature avec des critères de sélection pour ces nouveaux habitants. Juste quelques critères, les niveaux de ressources, c'est-à-dire de la primo-accession ou de la secondo, l'âge des membres du foyer, même si, attention, l'âge ne peut pas être un déterminant. On peut avoir un enfant à 45 ans ou 50 ans. Donc, voilà. Le nombre d'enfants en bas âge, le lien avec la commune. On avait mis un lien avec la commune, parce que là aussi, mais bon, là, moi, je me félicite parce que ceux qui sont arrivés, c'est des actifs qui travaillent sur la commune. Vous entendez dans beaucoup de vos communes, pour certains d'entre vous, nous, on ne trouve plus d'actifs parce qu'ils n'arrivent plus à se loger. Et donc là, c'est un peu la cata cet été, mais bon, là aussi, ça fait longtemps qu'on le disait, des gens qui viennent travailler l'été, il y a besoin de logements saisonniers, mais du logement aussi à l'année pour pas mal de populations, on ne les trouve plus et ça pose comme un vrai problème maintenant de main-d'œuvre sur le territoire et c'est même voilà, c'est criant, quoi, ça devient même problématique. Et à côté de ça, on a mis des clauses anti-spéculatives, toujours compliquées. Moi, j'avais travaillé sur les premières il y a très longtemps sur certaines communes littorales. Nous, on a mis un certain nombre de clauses. Les clauses, on voit que toute clause est facilement, voilà, parfois il y en a qui essayent déjà de les détourner. La première clause, c'était en gros, s'il y a un divorce, s'il y a une casse dans la vie, voilà, on peut accepter une vente, mais avec comment on va dire, un prix qui était plancher, c'est-à-dire que s'ils achetaient le terrain à 140 €, le prix du marché à l'époque était de 200, ils nous donnaient la différence, etc. Ce qu'on n'a pas vu venir, c'est le prix du logement qui a explosé. Ça veut dire que des maisons il y a 3 ans qui valaient 240 000 € aujourd'hui sont vendues 420 000 €. C'est énorme. Et donc, on pouvait se dire, mon Dieu, on va avoir un dérapage des gens à qui on a donné des maisons avec des clauses de non-vente sur 10 ans, etc. Mais ça, on pourra en discuter. Mais vous voyez que là aussi, c'est souvent compliqué. On est élu, je pense, dans nos responsabilités de répondre à des enjeux de solidarité, que les jeunes aussi aient leur place sur ces territoires littoraux, parce que c'est aussi l'avenir de nos communes, de nos écoles, etc. Moi, je me suis battu pour garder une des classes de l'école en jouant sur ce programme d'habitation. Globalement, j'étais tout à l'heure avec l'inspecteur d'académie, il m'a dit vous êtes battu comme un lion, mais bon, vous avez réussi. Et puis, globalement, aujourd'hui, les écoles sont en train de reprendre des effectifs, donc moi, je m'en félicite. Et puis, donc, pour terminer, tout ce projet était visé par un architecte aussi, je crois que c'est important, quelqu'un qui ait le regard. Alors, nous, on est des communes de 3500, on n'a pas les moyens humains
de répondre souvent à ces je dirais, à ces spécificités de spécialistes. Hein. Donc là, on avait une architecte conseil qui nous suivait et qui validait tous les permis pour qu'il y ait une vraie cohérence dans le projet, de mitoyenneté, d'ombre portée, des jardins voilà, qui étaient face à face pour que là aussi, il y ait une certaine intimité. Et tous les aménagements qui sont faits sur l'espace seront repris par la commune, ça veut dire voirie, etc. Donc là, on a essayé d'être aussi sur l'esprit de Brudel, hein, puis je connais bien le projet à la Chapelle Thoireau. On a travaillé, puis moi, les sujets de l'eau, voilà, c'est un souci au quotidien. On a travaillé sur des noues, des bassins de rétention qui soient aussi végétalisés, dans le sens où on a fait des grands bassins pour que là, ça puisse être utilisé aussi comme des espaces, après, des espaces verts. Bon, voilà, il faudrait venir voir sur place. Maillé d'un réseau aussi de cheminement doux. Donc, bon, j'avais le plan, mais le plan, en fait, ce quartier-là est complètement relié au bourg. Donc, là aussi, par les déplacements doux, les enfants iront à l'école tout seuls. Voilà, ils sont en gros à même pas 150 mètres, à 200 mètres à vol d'oiseau de l'école. Donc, ça veut dire aussi travailler sur ces cheminements. Moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, aujourd'hui, le quartier on pensait a mis 3 ou 4 ans avant de sortir. Aujourd'hui, il est efficient. On attend les logements sociaux parce que là, voilà, ils avaient pris un peu de retard. Donc, une trentaine qui arrivent. Bon, là, j'étais dans le quartier l'autre jour. Bon, les gens vivent bien, voilà, ils sont plutôt très heureux en tout cas, parce que si on n'avait pas fait cette régulation politique, ils ne seraient jamais là. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai des couples qui sont aussi bien qui travaillent dans des garages, qui sont des aides-soignants dans les hôpitaux à côté. Donc on a cette population de jeunes qu'on souhaitait. Et donc ça, c'est en tout cas une réussite. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Donc là, on est dans une AFUL. Hein, donc l'AFUL, l'association va continuer à vivre jusqu'à la fin des travaux, les finitions de travaux. Le souci qu'on a eu, c'est vu l'explosion des prix, on a dû accélérer un certain nombre de choses. Par exemple, la voirie. On avait un modèle économique qui faisait qu'on avait un prix du marché qui était il y a 2-3 ans. Bon, vous imaginez, vous les voyez, hein, tous quand on est élu, le prix des matériaux qui explose. Donc, on a anticipé aussi les prix des matériaux et donc on a fait les finitions en avant. Donc, on sera vigilant pour qu'il n'y ait pas… Il y a encore des terrains qui ne sont pas construits, hein, des terrains privés. Donc, on sera vigilant pour que ce projet-là, en tout cas, perdure. Donc, vous retrouvez toute cette fiche-là que je viens de vous présenter, ou toutes les informations. Guillaume a en fait une fiche synthétique sur le réseau Brudel, un lotissement pour diversifier l'offre de logement en zone tendue. Pour répondre un peu à la question aussi de la Chapelle Thoireau, on a un programme, nous aussi, on a lancé une enquête auprès de nos anciens, voilà, et aujourd'hui, on a eu à peu près 50% de réponses des plus de entre 65 et, voilà, et 100 ans. Et on est en train de réfléchir là sur l'offre pour les personnes âgées. Ben alors, on a plutôt des jeunes, voilà, des jeunes du 3e âge. On a tendance à dire c'est ceux qui sont les plus dynamiques là. Mais moi, je suis très inquiet aussi de ce qu'on appelle la silver economy, cette économie du cheveu gris là. Bon, vous voyez, je commence. Parce que dans les années qui viennent, on va avoir une vraie problématique. On l'a déjà, mais je pense qu'elle va s'accentuer parce qu'on a quand même des territoires vieillissants. Et on va avoir une vraie problématique par rapport à nos personnes âgées. Alors, en effet, il faut rester à la maison. Moi, je suis totalement pour que les gens restent à la maison, mais il va falloir trouver aussi du personnel. Et ça, moi, je suis très, très inquiet sur ces offres qu'on fait à domicile, peut-être, mais je vois qu'on a, par exemple, nous, énormément de mal à trouver pour les CCS, etc., ou pour certaines structures de personnes à domicile, du personnel. Et ça va être là aussi un enjeu de demain, de travailler sur la revalorisation. Alors, c'est lié quand même au sujet dont on parle, parce que si on ne revalorise pas non plus ces métiers-là, on pourra discuter de ce qu'on veut sur l'offre de logement et puis les services qu'on peut mettre en face. Il faut mettre aussi des spécialistes ou des personnes à disposition, et ça va être un vrai enjeu. Donc, on ne peut pas découpler cette offre de logement, des services aussi du quotidien. Par exemple, là aussi, on est parti sur une MAM. On avait un vieillissement de notre offre d'assistante maternelle, donc il a fallu répondre aussi, parce qu'on ne peut pas faire une offre pour des jeunes si on n'a pas à côté de les assistantes maternelles. Et là, aujourd'hui, on était sur un secteur tellement tendu qu'on renvoyait les populations via l'intercommunalité à 25-30 km pour aller trouver une assistante maternelle. Donc, vous voyez, parce que nos structures sont saturées. Donc là, ça veut dire aussi une volonté locale de travailler sur une MAM. Donc, vous voyez, dès qu'on parle sur un programme logement, c'est tout de suite d'anticiper les mutations. Et là, je présentais hier un bordereau au conseil municipal
où on a forcément tous ces jeunes qui arrivent. Et c'est aussi une offre sportive. On a des équipements qui vieillissaient de 30 à 40 ans maintenant. Donc, il va falloir aussi se projeter à l'échelle de 10 ans. Tous ces programmes-là ne peuvent pas être dissociés d'autres choses. On travaille beaucoup avec l'EPF, donc on vient d'acheter aussi un bien au niveau du centre-bourg. On a une volonté aussi de politique de commerce, de centralité. Mais voilà, quand je vous dis ça, monnaie tout de front, c'est compliqué parfois pour des équipes municipales parce qu'on n'a pas les moyens techniques. Alors, on a des intercommunalités, mais c'est vrai que c'est quand même des choix politiques. Il faut les expliquer aussi aux habitants. Et donc, bon, voilà, notre Bosséno, il a aussi, voilà, il peut être critiqué. C'est peut-être pas l'écoquartier comme dans certains territoires, mais quand on est face à l'urgence, il faut aussi voilà, répondre à des enjeux du quotidien. Et donc, voilà, donc ça a été une réponse. On verra dans 5-10 ans, il faut aussi évaluer un peu tous ces programmes-là. C'est vrai qu'on a parlé du ZAN. Moi, je m'interroge, parce que nous, aujourd'hui, le BIMBI, comme on dit, Buick in my backyard, dans le fameux la densification, je parlais à Mme Armand à la Chapelle, à Thoireau. Nous, ça y est, le vit, c'est terminé. Moi, je vous mets au défi de venir sur ma commune trouver une dent creuse. Ça s'est fait à une vitesse grand V. Il y a des mini-promoteurs qui arrivent, etc. Les gens, ils ont très bien compris le terrain de 2000 mètres carrés qu'on va scinder en 4 et on va faire 4 maisons. Donc, ça, la densification, chez nous, c'est fait. Donc, maintenant, ça veut dire comment on va se développer demain. Alors, je pense que c'est un vrai travail qu'au niveau de l'intercommunalité, on va lancer. J'ai poussé à ce qu'on travaille aussi sur les questions de forme urbaine. Il faudra travailler certainement sur la hauteur. Donc, voilà, travailler sur ce qu'on appelle un collectif dans nos communes où l'habitat est quand même un habitat traditionnel breton. Ça va être un vrai défi, mais bon, il faudra y aller aussi. On est bien passé de la chaumière bretonne au néo-breton. On arrivera bien maintenant à travailler sur du collectif. Mais ça sera vraiment un enjeu de demain parce que voilà, moi, je ne sais plus comment après construire un projet sur nos territoires où on est quand même cadré d'une façon très importante. Ronan, oui. Avant qu'on prenne des questions, est-ce que tu peux dire juste 2 mots sur peut-être la manière dont vous êtes appuyé sur les données du PLH pour définir qui vous souhaitiez accueillir dans le lotissement et les formes urbaines? Enfin, finalement, ça paraît évident. Voilà, ce n'est pas forcément évident de savoir qu'est-ce qu'il faut construire et pour qui. Et voilà, il y a ce document 4 qui existe. Oui, donc on avait un PLH où moi je suis conseiller communautaire, donc moi j'avais participé vraiment à son élaboration. Donc c'était un premier PLH d'une intercommunalité qui était aussi récente. On a Aurequy-Bronterre-Atlantique, c'est une jeune intercommunalité. Et c'est vrai que l'idée d'une approche programmatique sur le logement était importante. En effet, il n'y a pas, quand on est dans une commune, on a une responsabilité d'une commune, mais nos frontières sont poreuses. Les habitants aujourd'hui, ils passent, ils travaillent en moyenne chez nous ils sont à peu près à 30 minutes de la commune. Si on revenait il y a 30 ans, ils vivaient pratiquement à 5 km. Bon, maintenant, vous voyez, 30 minutes, ça fait, ils sont entre Vannes et Lorient. Donc là-dessus, le PLH a en effet travaillé à l'échelle de chacune des communes en faisant un diagnostic et en voyant un petit peu, et puis en discutant avec les élus sur leurs besoins. Après, le calcul de densité, c'était des choix. Bon, là, ça a été aussi âprement discuté parce que 28 logements à l'hectare, quand on arrivait sur nos territoires, on se disait waouh, voilà, on avait l'impression qu'on était projeté dans des espaces urbains. Mais en fait, globalement, c'était un très bon choix et je trouve que ça nous a permis aussi, un certain nombre d'élus, d'avancer aussi sur ces programmations. Et quand on voit ce maillage, je vous le dis, le 28 logements à l'hectare, si vous êtes dans le centre-bourg de Crac aujourd'hui, vous les retrouvez, voilà, c'est plus dense dans le bourg. Voilà, je le dis, c'est parfois plus dense, sauf la place de l'église, évidemment. Donc, le PLH aussi, j'avais travaillé, alors peut-être il fallait du soutien aussi aux communes. C'est-à-dire que là, l'intercommunalité nous a aidé aussi sur un financement où, par rapport au prix du marché à lequel on vendait les terrains et le prix réel du terrain, il y avait une sorte de subvention pour nous aider à faire des prix plus bas, quoi. Voilà, parce qu'on a supporté quand même tous les frais de voirie, etc. Donc, on a un certain nombre de frais. Donc, il y a une aide quand même de l'interco qui est aussi un effet levier, il ne faut pas se tromper. Même si sur le modèle économique, et tu le sais, sur la FUL, on est équilibré aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'on a vendu comme terrain équilibre totalement le projet. Mais c'est vrai que le PLH nous a orienté beaucoup sur… alors, la typologie des habitants, c'était quand même un choix politique. Moi, je suis très clair, j'avais sur ce programme-là, de me faire de la maîtrise foncière, c'était ciblé sur des jeunes couples. C'était très clair.
Je le dis, autrement, c'était la mort globalement de nos écoles, etc. Donc, c'est un pari, oui. On aurait pu faire du logement comme ça sans mettre des critères de sélection sur les couples. Donc, au début, ça n'a pas été… on s'est dit, quand on a lancé le projet, on a été surpris. On s'est dit, le premier mois, il n'y avait pas tant que ça de demandes. Puis, à un moment donné, ça s'est accéléré. Et aujourd'hui, on aura eu 250 à 300 demandes pour, voilà, pour 40 lots, quoi, 50 lots communaux. Donc, on voit bien que là, il y a une vraie demande et qu'il faut absolument répondre à ces populations. Alors, est-ce que ça passera par l'acte de propriété? Voilà, on est aussi un certain nombre de chercheurs à se dire que demain, ou peut-être qu'on vivra sur la location comme font les Allemands, parce qu'être propriétaire aujourd'hui, je veux bien une France de propriétaire, mais chez nous, ça va devenir très compliqué, notamment pour certaines générations. Je ne vous dis pas aujourd'hui les prix du prix d'une maison. Donc, on a quand même des jeunes en difficulté qui avaient été choisis et puis où les banques sont en train de revenir en disant, ben voilà, et quand il y a les prix de la maison qui a pris 20% en plus, ben là, ils ont des difficultés peut-être à sortir leur maison. Donc, ça pose question. Oui, qui revoient un peu leur maison. Ouais. Je vois le temps passer. Peut-être qu'on Ouais, va prendre des questions ouais. s'il y en a, Ronan. Ouais, vas-y. Du coup, j'interroge les participants. Est-ce que vous Ouais. souhaitez interroger Ronan sur ce projet? En parallèle, Maïwen a mis dans le chat le lien vers cette fiche qui a été rédigée Oui, sur bien sûr. le projet de lotissement. Alors pour certains, ils vont dire, ouais, mais c'est une typologie d'une commune littorale, etc. C'est attractif. Nous, on est loin de cette thématique, mais soyons très clairs, ce qui nous arrive aujourd'hui est en train de rebondir sur les communes rétro-littorales. Et puis, bon, Guillaume, tu habites toi à Pluvigné, voilà, des communes avant où moi je connaissais il y a quelques années des communes qui disaient, qui avaient mis des panneaux, ici on vous offre le terrain pour s'implanter. Et aujourd'hui, c'est même pas imaginable qu'on ait ce genre de sollicitation de publicité. Aujourd'hui, les prix sont en train d'augmenter sur le rétro-littoral à vitesse grand V, et ça va aussi peser sur les communes derrière. Hein. Donc, c'est aussi, voilà, c'est des vraies thématiques qui nous touchent tous. Hein. Eh ben, s'il n'y a pas de Donc, voilà. questions, de la même manière, voilà, je vous invite à les poser si vous le souhaitez. Si ça ne vient pas tout de suite, on pourra aussi les poser suite à la dernière présentation. À ce moment-là, voilà, si Ronan n'a rien à ajouter pour l'instant, Non, laisse Michel. Ouais. on va passer au troisième témoignage, qui est le témoignage de Michel Guernevet, maire de Loqueltas. Donc Loqueltas, commune à 15 km au nord de Vannes, qui est, on va dire, dans la deuxième couronne de Vannes et qui agit de longue date sur le logement. Depuis un temps où les bailleurs se déplaçaient pas ou peu sur la commune. Et donc, face à cette situation, les élus ont créé des logements communaux en nombre pour une commune de cette taille-là, pour diversifier l'offre de logements dans une approche qui se veut très pragmatique. Alors aujourd'hui, Michel va développer, mais la commune bénéficie d'une attractivité forte et développe des lotissements aussi avec des critères de sélection. Voilà, je te laisse la parole, Michel, pour développer. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Oui, merci. Je ne vais pas dire que ça va être redondant par rapport aux deux premiers témoignages, mais la chapelle Thoireau est une deuxième couronne aussi. Elle a surtout l'avantage d'avoir le bus, chose qu'on n'a pas, nous. C'est un peu la particularité. Donc, Loqueltas, 2000 habitants, on est en train de passer à 2000 habitants là, actuellement. Forcément une grosse attractivité aussi, même si on est, par rapport à Ronan, on est dans la deuxième couronne, mais aujourd'hui, sur nos communes, on a des phénomènes qui étaient déjà un peu engagés avant, mais qui sont beaucoup accélérés ces dernières années, hein, avec le terrain, globalement, chez nous, était avant la crise à 100 € et maintenant, il est à 200 €. Le marché est là, le marché des terrains constructibles. On a déjà une croissance qui est forte sur le pavillon. Forcément, chez nous, c'est beaucoup de pavillons qui est fait. Hein. On parlera après de densification, mais tout ce qui est du développement, quand j'entends la chapelle Thoireau ou Crac, on a aussi une grosse attractivité et un développement pavillonnaire. C'est un développement pavillonnaire qui s'est toujours fait chez nous et qui continue, sachant que nous, on s'est battu, avant de parler des logements sociaux, de faire des lotissements communaux.
Et dans les lotissements communaux, la difficulté, c'est la maîtrise foncière. Dans la mesure où on a réussi à avoir la maîtrise foncière, là, on a fait un lotissement de 2,5 hectares, dont 2 hectares pour la commune. Et donc, on a eu beaucoup de demandes. Ronan parlait tout à l'heure des chiffres, 44 pour 200. On avait 37 lots, on a eu 200 demandes. Donc, à partir de là, on a fait une grille d'attribution. Une grille d'attribution où on a privilégié, bien sûr, les primo-accédants, mais aussi, on a un nouveau public. Je reparlerai aussi tout à l'heure pour les logements sociaux, c'est les femmes seules. Donc, ça a fait partie des gens qu'on a privilégiés, entre parenthèses, pour ce lotissement. Et le lotissement communal a plusieurs avantages à nos yeux, dans la mesure où on arrive à avoir la maîtrise foncière, c'est que on fixe le prix qu'on veut. Donc nous, on a fixé le prix de nos lotissements communaux à 135 €, alors que je vous disais, le marché est plutôt 200, voire 300 € parfois. Donc on a volontairement mis un prix en dessous du marché pour pouvoir aider les primo-accédants, d'une part, les jeunes, et pas que, mais essentiellement ça. Et malgré tout, sur ces lotissements communaux, on a fait du résultat, puisque sur les 37 maisons, on estime aujourd'hui qu'ils sont vendus et archi-vendus, on estime un résultat pour la commune de 800 000 €, ce qui va nous permettre de financer une cantine, parce qu'on a une cantine à refaire. Une commune aussi très jeune, comme les deux précédentes communes, une commune très très jeune, et donc avec des besoins forcément en cantine, en MAM. On débute une MAM là, au mois d'octobre, on va construire une MAM. Et on a, dans un deuxième temps, on aura une école à reconstruire. Donc, comme je dis, des bonnes préoccupations, mais qui prennent un petit peu de moyens. Donc voilà, sur la partie agrandissement par pavillon, parce que c'est comme ça que ça se fait essentiellement chez nous. Donc, et la zéro artificialisation, entre parenthèses, de ce côté-là, nous inquiète beaucoup, parce que les opérations de lotissement communal, ça a quand même beaucoup aidé à construire des équipements qu'il y a besoin derrière. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les logements sociaux. Donc, tu l'as dit, nous étions une commune qui avait, quand on est arrivé en 2014, on a été élu en 2014, qui avait toujours eu pas mal de logements sociaux, y compris du bailleur. On avait un bailleur qui était BSH, qui accompagnait pas mal la commune. Et quand on est passé à l'agglo, et avant de passer un peu à l'agglo, il nous a abandonnés. C'était Bretagne Sud Habitat. Il nous a abandonnés parce qu'il avait autre chose à faire ailleurs, je suppose. Et donc, le temps que Van Golf Habitat, qui était le bailleur de l'agglomération, arrive chez nous pour investir, parce que le Bretagne Sud Habitat avait plutôt tendance à vendre certains de ses logements sociaux. Donc, on avait baissé en taux de logements sociaux. On était à peu près à 10-12%. C'est-à-dire qu'on avait à peu près 80-90 logements sociaux pour une commune qui avait 800 habitants. Ça a un peu changé depuis. Et donc, ce taux de 10% était plutôt un bon taux. Et on l'a vu un petit peu fondre comme neige au soleil. Ce n'est plus le cas maintenant parce que le VGH va investir, et je vais en parler tout à l'heure. Par contre, on avait une particularité, c'est que la commune, depuis toujours, bien avant qu'on arrive, avait investi dans des logements sociaux qui lui appartiennent, soit à la commune, soit au CCAS, mais on va dire que c'est la même chose. Et donc, on avait 25 logements sociaux qui appartiennent à la commune. Alors, très souvent, c'est des logements qui étaient faits en rez-de-chaussée de maisons qu'on avait réhabilitées dans le bourg, qui sont réhabilitées dans le bourg, dans lequel on mettait un commerce au rez-de-chaussée et des logements au-dessus. Et donc, ces logements, c'est un gisement très, très précieux. Je me suis rendu compte, et là, ça s'accélère. J'ai énormément de femmes seules en instance de divorce qui viennent me voir. J'en ai pratiquement une semaine, j'ai encore eu une ce matin, des femmes donc, qui se séparent et qui, en urgence, viennent demander des logements sociaux. Et donc, les logements sociaux, bien sûr, du bailleur, mais les nôtres sont une réponse. Bon, pas toujours dans l'urgence, parce qu'il faut attendre parfois qu'ils se libèrent, mais le fait d'avoir des logements sociaux en propre, déjà dans l'attribution, on sait un peu faire, même si pour les bailleurs sociaux, c'est la même chose aussi. On arrive à intervenir pour loger les gens de l'Okeltas. Mais c'est vraiment une action qui a été vraiment très intéressante. La difficulté, quand même, c'est que ça mobilise beaucoup de moyens. Et donc, nous, depuis qu'on est arrivé, on en a fait 3. On a fait 3 dans des maisons du centre-bourg qui, à l'époque, ne trouvaient pas preneur. Donc,
On en a acheté une avec le PFR quand on est arrivé avec l'établissement foncier. Ça nous a permis de le porter pendant 5 ans sans y toucher, parce qu'on avait d'autres choses à faire. Et donc, du coup, au bout de 5 ans, on l'a transformé en un commerce de rez-de-chaussée qui est une fleuriste. Une fleuriste est installée. Et donc, le logement social au-dessus. Et on avait juste, au début du mandat précédent, on avait acheté l'ancien garage. Il y avait un garage mécanique auto dans lequel on avait mis nos services techniques, parce que nos services techniques étaient dans un petit hangar qui était plus aux normes. Donc, dans ce garage automobile, on a fait les services techniques, et à côté, donc la maison et les bureaux qui existaient à côté du garage, on a fait 2 commerces au rez-de-chaussée et 2 logements au-dessus. Et donc les commerces au rez-de-chaussée ont été très vite, enfin assez vite ratifierés. On avait une auto-école qu'on avait réussi à mettre dans un logement, dans un local en attendant, et donc l'auto-école a occupé directement cette cellule commerciale. Et à côté, on a lancé sur le Bon Coin une annonce. Et donc, on a ouvert une pizzeria à emporter dans ce deuxième commerce. Donc voilà, c'est des investissements qu'on a beaucoup fait le premier mandat et qui continuent dans le deuxième mandat. Et donc là, actuellement, on a un projet, on vient de la semaine dernière, la maison qui était contiguë à la mairie. Avec le PFR, on est en train de l'acheter. On a acheté la maison pour continuer dans cette logique. Cette maison va être détruite. Et la logique, c'est de faire un commerce pour déplacer notre supérette, qui est juste à côté, qui est contiguë, de façon à refaire une nouvelle supérette, parce qu'elle commence à être vieille. C'est une supérette que les prédécesseurs avaient achetée en 2013, parce que l'avenir supérette était compliqué. Et donc, on continue dans cette logique d'acheter certaines maisons dans le centre-bourg qui seront bien placées pour soit les détruire, soit les transformer, pour y faire le commerce en rez-de-chaussée et logements sociaux en étage, sachant que là, par contre, pour le coup, sur cette opération que je viens de vous décrire, on va être accompagné par le bailleur social et aussi par le PFR. À chaque fois qu'on est dans le périmètre d'intervention en PFR, on s'appuie sur le PFR pour maîtriser le foncier d'une part. Et puis là, pour le coup, on a tellement de besoins par ailleurs, une MAM, une école, que mettre des moyens dans les logements sociaux qu'appartiennent à la commune, aujourd'hui, on ne peut plus faire. Donc voilà assez rapidement les projets qu'on a et qu'on continue à faire sur la commune. Voilà. J'ai été le plus rapide, mais… Peut-être un petit mot là, sur ces logements communaux qui sont aussi devenus un levier de financement, puisque certaines ventes de ces logements communaux vous permettent aussi de financer d'autres projets. Oui, sur ces logements sociaux, puis je vous dis, il y en a qui sont faits depuis longtemps. Sur ces logements sociaux, certains commencent à être vieux. Et donc, du coup, on en a vendu une partie qui était au-dessus de l'esthéticienne, dont l'esthéticienne souhaitait investir. Et donc, on lui a vendu les logements. On est en train de lui vendre, c'est en cours, là. On est en train de lui vendre les logements qui sont au-dessus, plus un logement en rez-de-chaussée qui est devenu un commerce depuis, d'ailleurs. Et donc, c'est aussi, c'est un peu repositionner nos engagements. Je vous dis, on a une MAM, une cantine, une école à faire. Donc, l'idée, c'est de certains logements, c'est de les céder. Soit, là, pour le coup, c'était un commerçant, mais autrement, on avait 5 petites maisons aussi qui étaient en logements sociaux. Et donc, du coup, on a décidé d'en vendre. Bon, sur les 5, on a proposé bien sûr aux 5 locataires. On a pris le principe, c'est de les proposer aux locataires, de ne pas les mettre sur le marché. On choisit des gens pour aller dans ces maisons et on les propose aux locataires. Dans la mesure où le locataire l'achète, on le vend aux locataires. Et globalement, on vend à peu près 10% sous le prix du marché, puisqu'on les a fait évaluer, on les a vendu 10%. Et là, sur les 5, il y a 2 sur 5 qui vont être vendus aux locataires en place. C'est des petits pavillons avec jardin, donc c'est plus facile aussi que souvent des… Voilà. Et donc, c'est un moyen aussi pour nous de repositionner nos moyens sur d'autres projets. On a aussi un projet de maison senior, mais là, on n'a pas la maîtrise foncière pour l'instant.
Et donc, c'est aussi un moyen de repositionner sur la MAM, par exemple, pour financer la MAM. On va se servir d'une partie du produit des ventes de logements sociaux pour faire la MAM. Et vous y avez mis aussi des clauses antispéculatives dans les ventes de ces logements, pour, même si les risques sont faibles, il me semble, dans les actes notariés, vous avez mis des clauses pour éviter toute spéculation, quoi. Oui, notamment pour les petits pavillons, là, on a mis une clause anti-spéculative parce que, on a eu d'un exemple BSH sur la commune, une maison qui avait acheté 50 000 € il y a quelques années a été revendue 3 ans après 160 000 € sans aucune transformation dedans. Donc, tant mieux, les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, mais c'est pour vous dire qu'on peut avoir quand même des multipliés par 3, c'est quand même un peu beaucoup. Donc, on peut avoir des spéculateurs, entre parenthèses, qui sont dans une maison, qui l'achètent et puis qui la revendent très très cher. Et donc, on a l'exemple. Du coup, ça nous a un peu inspiré et on a mis une clause anti-spéculative dans la vente de ces maisons. Comme quoi, ils doivent rembourser la différence, une partie de la différence, notamment sur les 10% qu'on a bonifiés, entre parenthèses. Ce qu'on a bonifié, c'est ces ventes de 10% à peu près, selon l'estimation commerciale qui avait été faite par une agence. J'ai une question par rapport parce que vous vendez une partie de vos logements sociaux. Du coup, vous réduisez votre niveau d'accueil au niveau des logements sociaux. Comment vous arrivez à gérer, à avoir suffisamment de logements sociaux? Je ne connais pas les chiffres, donc peut-être qu'il n'y a pas de souci, mais c'est des questions qui se posent régulièrement sur des communes d'éviter de vendre trop de logements sociaux parce que du coup, on perd cette capacité d'accueil en logements sociaux. Non, c'est parce que je n'ai pas tout dit. En plus, on va faire des logements sociaux là à côté de la mairie parce qu'il y a un projet avec Van Golf Habitat, mais on a eu aussi le couvent. Donc en plein centre-bourg, en face de la boulangerie, il y avait ce qu'on appelle le couvent, la maison des sœurs. Il y avait 15 sœurs qui étaient là en retraite. Et comme il n'y a plus beaucoup de sœurs en retraite qui arrivent, elles ont donc vendu. En 2017, elles ont mis en vente le bâtiment. Et donc, on a mis un peu de temps à trouver une vocation pour ce bâtiment, sachant que pratiquement aucun promoteur, personne ne voulait y venir. Et donc, finalement, on a acheté ce bâtiment qui était à l'époque mis à 400 000 €. On l'a acheté 200 000 €. Là, c'est pareil, on a fait appel à le PFR. C'est le PFR qui a fait l'achat. Et donc, dans ce bâtiment, on a mis une aile de 5-6 bureaux. On a fait une aile pour faire des bureaux. Donc, et le groupement des agriculteurs biologiques vient depuis le mois d'avril. Et ça, c'est à la commune. C'est la commune qui l'a fait. Et donc, on a aujourd'hui 13 personnes qui travaillent dans le centre-bourg, dans une partie bureau. Et dans la partie centrale du bâtiment, qui est assez grand, Van Golf Habitat va faire 6 logements, T2 et T3. T2 et T3, et dans le jardin qui est à côté, il va en faire 5 logements. On va faire dans ce projet 11 logements supplémentaires, mais là, pour le coup, c'est par le bailleur social. Nous, on met, bien sûr, ça nous coûtera, puisqu'on cédera le terrain, je ne vais pas dire pour l'euro symbolique, mais pas loin, on cédera le terrain et l'achat des 200 000 € pour que le bailleur social puisse installer effectivement 11 logements en centre-bourg. Et l'autre programme qu'on va monter à côté, qui n'est pas très loin non plus, qui est près de la mairie, il y aura aussi une dizaine de logements supplémentaires qui vont être faits par le bailleur social. Donc, maintenant qu'on a un bailleur social qui nous suit, on évite, nous, la commune, de faire des logements, parce que forcément, ça mobilise beaucoup d'argent. D'avoir des logements sociaux, ça mobilise beaucoup d'argent. Donc, de toute façon, le taux de logement social, on n'a pas d'obligation pour l'instant, parce qu'on est à 2000 habitants. Mais on essaie quand même de rester autour des 10-12%, parce que déjà, il y a des besoins, d'une part, et puis parce qu'il y aura peut-être des obligations un jour pour les petites communes aussi. Mais bon, nous on n'a pas de bus, donc même si on a des demandes de logements sociaux, on n'a pas le bus qui va à Vannes. Donc ça, c'est un peu ce qui manque. Mais du coup, je pense que le fait qu'on n'ait pas le bus, ça donne aussi de l'élan à nos commerces. Puisqu'il y a moins d'évasion, entre parenthèses, commerciale, et les gens qui habitent notamment dans les logements sociaux sont un peu une clientèle qui font vivre nos logements sociaux aussi. Je pense, est-ce que je peux réagir? Oui. Concernant la vente HLM,
vous avez évoqué d'ailleurs une politique temporaire et puis une difficulté de Bretagne Sud Habitat à un moment donné. Ça peut être vrai pour d'autres. Il faut être vigilant dans la contractualisation que l'on a avec les organismes HLM pour essayer de faire que les logements sur lesquels on met quand même de l'argent public quand on apporte un terrain, quand on ne soient pas vendus sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on soit d'accord. Et du coup, la meilleure façon, c'est sans doute d'avoir des beaux amphithéotiques, des beaux à construction sur les terrains, plutôt que des cessions à l'euro symbolique. Même si les baux sont longs, ça donne de la liberté, de la capacité d'action à l'organisme HLM, mais ça permet à la commune de garder la main le jour où il y a une décision de vente et d'être autour de la table. Oui, je crois, oui, vous avez raison. Quand, à l'époque, quand ils ont vendu leur premier logement, Bretagne Sud Habitat, bon, c'est des logements qui sont, enfin, c'est des logements qui sont déjà assez vieux, hein, mais quand ils ont lancé leur vente, on nous demandait, enfin, à la mairie à l'époque, on nous demandait l'autorisation. Donc, Oui. c'est vrai qu'on avait donné l'autorisation pour un nombre restreint. Et donc, à l'époque, j'avais passé un deal, mais sans doute pas assez costaud, un deal avec Bretagne Sud Habitat, leur disant je veux bien que vous vendez, à condition que vous m'en construisez d'autres. Ouais, voilà. Le Et contexte. il y a quand même un autre sujet, à condition que vous en reconstruisiez d'autres, mais avec le zéro artificialisation nette qui est en train de nous tomber sur le coin de la figure à tous, où on ira construire les nouveaux logements quand ils auront vendu les vieux. Parce qu'en fait, on aura beaucoup moins de terrain, et donc, en tout cas, on ne sera plus en extension urbaine. Et du coup, on aura beaucoup moins de facultés à reconstituer de l'offre sur des terrains qui seront toujours de plus en plus chers, puisqu'on sera le plus souvent en renouvellement urbain. Donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur ces questions-là, en tant que collectivité. Oui, d'ailleurs, ils ne les ont jamais reconstruits, d'ailleurs, puisque c'était. Ben voilà. Ils les ont jamais Et reconstruits. puis demain, ils pourraient Après, encore moins les depuis, on a eu de la chance, entre parenthèses, on a changé de bailleur. Aujourd'hui, le bailleur, il réinvestit chez nous. Donc, la vingtaine de mais notre réflexion, là, ouais. elle porte, enfin, à travers vos exemples, on essaie aussi de les extrapoler sur l'ensemble du territoire breton. Et je pense qu'on a intérêt à avoir quand même des relations très construites avec les bailleurs et à essayer de garder la main plutôt que de céder à l'euro symbolique par le bail à construction ou le bail en réhabilitation. C'est vrai, vous avez raison. Et puis, moi, si je peux juste dire un mot quand même, et puis une vigilance, hein, Annie, quand même. Nous, aujourd'hui, on parlait voilà, on est dans un parcours résidentiel. Nous, aujourd'hui, notamment les jeunes couples qui sont dans des logements sociaux, en général, restaient 3-4 ans. Et on sent bien qu'aujourd'hui, quand en plus on a des logements qui sont plutôt agréables, parfois avec petits jardins, maisons, etc., ils ne partent plus. Et donc là, on a aussi, voilà, quand je dis un parcours résidentiel qui est bloqué. Voilà, et maintenant, ça pose une vraie interrogation. Hein. Et Michel avait raison, hein, le nombre de monoparentaux qu'on voit arriver, qui cherchent, qu'on veut garder sur la commune parce que leurs enfants sont scolarisés, etc., qui nous demandent du logement, notamment social. C'est une vraie problématique et on est bloqué. Moi, quand on regarde il y a quelques années, il y avait un vrai parcours résidentiel des jeunes. Oui, parce que le foncier était pas cher. Il ne faut pas non plus confondre parcours ou résidentiel et mobilité résidentielle. Oui, bien sûr. C'est un sujet sémantique, mais ça montre que quand le marché se raidit, effectivement, on a de plus en plus besoin de logements sociaux. Et si on est dans une spirale où certains organismes HLM se mettent à vendre au fur et à mesure, on remplit le tonneau des Danaïdes. Donc, nous, c'est cadré au niveau de l'intercommunalité, notamment sur nos communes. C'est pour un vendu, c'est 2 construits. Mais tu as raison, il faut être vigilant sur les 2 construits. Mais et surtout là aussi, avec on le pourra zéro comprendre, je le dis, artificialisation on est… net. Hein surtout avec oui, le zéro artificialisation net qui va arriver très vite. Ah oui, je sais bien, oui, bien sûr. S'il y aurait d'autres remarques, Michel, on est presque passé au dernier temps d'échange à la suite de ton témoignage. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Michel, le maire de Localitas ?
Moi, ce qui m'avait étonné dans cette approche à Localitas, c'était cette approche très pragmatique, en fait, où, en fonction des différentes demandes que vous aviez en mairie, d'abord des petits logements, vous avez construit des petits logements, et aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un besoin fort. Les demandes que vous avez en mairie, c'est des logements un peu plus grands, et vous avez cette souplesse d'agir finalement assez rapidement pour répondre à l'échelle de la construction d'une maison, de la rénovation d'une maison, en tout cas, de répondre aux besoins, en fait, en fonction de ce que vous entendez dans votre commune et des demandes qu'on vous fait en mairie, quoi. Ce besoin de femmes seules, là, bon, je l'avais déjà ressenti un petit peu au premier mandat, mais là vraiment, ça s'accélère énormément. Bon, la dame qui est venue ce matin avait qu'un seul enfant, donc 2 chambres suffit. Mais c'est là qu'on voit que souvent, bah, on fait beaucoup de pavillons avec des jeunes couples qui arrivent. Et comme disait Ronan tout à l'heure, hein, au bout de 7 ans ou dans les 7 ans, on a beaucoup de séparations. Et moi, le nombre de séparations, je trouve ça affolant, quoi. C'est un taux de séparation qui est énorme. Et donc, du coup, il y a la demande première d'urgence de trouver un logement le plus rapidement possible parce que la cohabitation n'est pas simple. Et il y a aussi, dans un deuxième temps, il y a le parcours résidentiel, mais une partie d'entre elles, et d'ailleurs on le voit au niveau du lotissement, ce que je disais tout à l'heure, une partie d'entre elles reconstruisent après, et c'est souvent, ils demandent une solution momentanée pour pouvoir avoir le temps de se retourner, et on se rend compte que oui, à un moment, des femmes seules se retournent, parce que je vous dis, hein, sur mes 37 lots, je dois avoir 6 ou 7 lots, où ce sont des femmes qui se sont séparées, alors soit les enfants sont partis, soit ils ne sont pas partis, mais qui se repositionnent pour refaire des pavillons, et là, du coup, quand il y a des femmes seules notamment, ou ça peut être des hommes aussi, mais c'est souvent des femmes, l'offre, si elle est en train d'exploser comme elle fait actuellement, je vous dis doublement du prix du terrain, et je ne vous parle pas du prix de la construction, donc du coup, c'est aussi un public qu'on va avoir, soit qui reste locataire toute leur vie, mais chez nous, ce n'est pas l'aspiration. L'aspiration, c'est d'avoir son chez-soi, si possible avec un petit jardin. Et donc, il y a vraiment ce besoin-là qu'on sent très fort aujourd'hui que je ne sentais pas au début du premier mandat. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces différentes approches, sur les 3 témoignages ou sur le dernier, ou en élargissant un petit peu le sujet? Non, plus juste un mot. Alors, il faut faire attention. C'est vrai que nous, on est sur des communes aussi extrêmement dynamiques, hein, on reste le dire. L'autre jour, j'étais avec des gens, on était à Trémargat, tous les que, hein, Jocelyn, non, Guillaume, excuse-moi, mais c'est vrai qu'on était dans des communes aussi où parfois il n'y a pas cette dynamique qu'on a. Mais voilà, juste un motif d'inquiétude quand même, et je pense qu'au niveau régional, il faut qu'on s'inquiète. On dit 400 000 habitants en plus à l'échelle de 2040. Moi, je crois que les habitants vont arriver beaucoup plus vite qu'on le croit. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se prévoie une sorte de raz-de-marée de nouvelles populations qui vont arriver sur nos territoires, hein, littoraux, mais pas que littoraux, parce qu'il y aura forcément un débord sur le rétro-littoral. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on anticipe un peu toutes ces mutations, mais c'est un sacré défi qui va se poser à nous de pouvoir loger notamment les actifs de nos territoires, ces personnes aussi en quête d'une retraite voilà, agréable, et puis un phénomène avec, voilà, on voit le changement climatique, mais des personnes du sud de la France qui sont en train de remonter. Quand vous voyez déjà le Pays Basque qui est saturé, voilà, ils vont arriver certainement en Bretagne. Alors, je ne sais pas, quelque chose, ce n'est pas un motif d'inquiétude, on est un territoire d'accueil, mais attention, on va avoir quand même une pression qui va encore s'accélérer. Moi, je suis persuadé qu'il va falloir, et donc ça veut dire que réfléchir sur nos formes urbaines, comme disait Michel ou Annie, réfléchir aussi sur notre façon peut-être d'habiter. Bah oui, on n'habitera peut-être pas dans 20 ans comme on habitera aujourd'hui. Ça sera peut-être sur du locatif, moins de propriétaires, j'en sais rien, mais on voit bien alors on répond beaucoup avec des baux amphithéotiques aussi. En effet, on parle du BRS, on parle de foncier social solidaire. Attention, hein, il faudra trouver de l'argent derrière pour monter ces projets. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous entendez un petit peu que l'argent public va être rare, ou en tout cas, nos collectivités vont devoir peut-être serrer la ceinture. Moi, je ne vous cache pas qu'il va falloir vraiment qu'on mette ce sujet voilà, au firmament de nos politiques territoriales, parce que ça va être un vrai sujet d'aménagement et de développement. Et comme dit Michel Garnevet,
le développement, il ne va pas s'arrêter comme ça c'est clair. On va pas mettre des barrières pour empêcher le développement de nos territoires, mais ça veut dire qu'il va falloir vraiment anticiper. Alors, on a des outils, les SCOT, etc., mais ça veut dire qu'il faut absolument, et c'est plutôt très bien qu'il y ait cette réflexion qu'on a ensemble là, sur le parcours résidentiel, l'offre de logement, parce que ça va être un sujet extrêmement sensible. C'est déjà un sujet sensible, ça va le devenir encore plus. Merci Ronan pour cette remarque. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir là-dessus? Oui, je veux bien. Là, moi, je suis un jeune maire, ça fait 2 ans seulement que j'essaie d'organiser un peu l'aménagement de cette petite commune de Chervais au nord du département d'Ille-et-Vilaine. Et donc, c'est un peu comme Ronan, peut-être un peu plus du coup, parce que nous, on est vraiment en bord de baie. On a la baie du Mont-Saint-Michel en face de nous, donc on a une pression immobilière qui existait et qui là a explosé complètement avec le confinement. Et non seulement on a la voie littorale qui crée des contraintes urbaines, on a la submersion marine aussi, suite à Xynthia en Vendée, qui crée aussi des contraintes urbaines, et on a la ZAN qui arrive et qui crée d'autres contraintes urbaines. Tout cela avec des aménagements que moi j'ai dû faire un petit peu en urgence sur refaire l'accueil de la mairie, la salle de motricité pour l'école. Du coup, moi, je me retrouve aujourd'hui dans l'obligation par le préfet de réviser mon PLU sans avoir forcément d'argent ni de foncier pour aménager et accueillir les futurs habitants qui aimeraient venir sur le littoral breton. Et j'entends bien, Ronan a raison, je pense qu'avec le réchauffement climatique, les gens vont remonter et on va avoir de plus en plus de gens à venir s'installer en Bretagne, ce qui est très bien, mais effectivement, avec ces multiples contraintes, plus celles qu'on oublie, le meublé de tourisme, sur lesquels aujourd'hui je n'ai pas d'outils fiscal non plus. Il me semble que, en tout cas, à mon niveau, déjà réviser le PLU et essayer de mettre des OAP pour contraindre dans certaines zones l'aménagement peut être une première solution. Peut-être que je vais pouvoir y intégrer des prorata de meublé de tourisme, des quotas sur certaines zones. Et puis, je viens de découvrir, moi, parce que du coup, j'ai réussi à me former il n'y a pas bien longtemps sur l'urbanisme, les zones d'aménagement concerté, qui me permettrait quand même d'aménager sans être forcément propriétaire du foncier et en obligeant un peu les aménageurs, qu'ils soient privés ou sociaux, à participer à l'aménagement des parties publiques, la voirie, l'éclairage, etc. Voilà. J'en suis là, c'est un peu compliqué, mais j'ai envie de dire que voilà, il ne faut vraiment pas qu'on se loupe aujourd'hui, parce que je sens bien cette pression arriver et je me sens un peu, moi, démuni. Je n'ai pas forcément beaucoup d'expertise derrière moi au niveau du pays de Dole. Il n'y a pas du tout de responsable d'urbanisme, ce n'est pas organisé. Donc voilà, c'est un témoignage un peu que je vous donne, mais j'entends bien ce que vous dites, j'ai bien conscience de ça. Et donc, moi, je vois PLU, ZAC pour essayer de maintenir et d'organiser un petit peu cette pression qui va arriver, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un a une meilleure idée ou pourrait réagir à ça. C'est une alchimie. En effet, on a tous les outils, les PLU, les SCOT, etc. Mais c'est vrai que quand on est au niveau local, voilà, on connaît aussi ses populations, on a des demandes, je connais un peu ta commune, voilà, parce que je sais aussi un milieu agricole. Bon, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont aussi, alors une contrainte, pas forcément, parce que ça fait aussi la qualité de notre territoire, mais c'est vrai que c'est une drôle d'alchimie. Moi, je ne vous cache pas que quand on a fait le Bossello, c'est que 140 logements. Je le dis, ça peut être enregistré, mais j'ai eu des gens qui ont critiqué ce projet en disant « mais vous vous rendez compte, c'est quoi ces maisons? Ça dévalorise la commune ». Moi, je leur ai répondu du tac au tac en disant que là, il y avait peut-être les gens demain qui viendraient leur changer un certain… Voilà, ou s'occuper d'eux en étant personnes âgées qui auraient pu répondre à leurs besoins de service, parce qu'autrement,
ce ne seraient pas des gens qui viendraient de 25 km dans les terres pour s'en occuper. Donc, il y a aussi un vivre ensemble qu'il faut construire. C'est surtout ça, quoi. Voilà, moi, par exemple, ces 140 logements, je ne vous cache pas que l'idée derrière, c'est de se dire, c'est pas de freiner, mais c'est de dire, il faut déjà qu'on ingurgite aussi ces nouvelles populations. Hein. C'est pas neutre, hein, parce que Michel l'a dit, c'est derrière une nouvelle cantine, c'est des services. Et donc, voilà, l'argent ne monte pas au ciel, donc il faut faire aussi des choix. Voilà, mais voilà, bon, c'est vrai qu'après, je suis comme, voilà, je comprends le côté, quand on arrive, ce n'est pas évident de maîtriser tous ces outils, ces concepts. Michel parlait tout à l'heure, Garnevet, de l'EPF, le PFR, nous on a fait aussi appel, hein, tout de suite, on a mis une maison, 420 000 €. Bon, aujourd'hui, ça vaudrait deux fois le prix. Bon, on a tout de suite saisi l'opportunité, on va se laisser le temps. Alors après, c'est des moyens qu'il faut, mais moi, si j'avais un seul mot, c'est voilà, maîtriser le foncier. Dès que vous avez des opportunités, ça peut coûter, mais l'EPF peut vous porter ça pendant quelques années, mais maîtriser le foncier, parce que là, si on n'a plus de foncier, en tout cas, si on ne peut pas non plus avoir une maison au cœur du bourg, on pourrait peut-être faire un service aux populations. Bon, moi, j'aurais tendance à dire on est mort dans le film, hein, parce qu'en effet, avec tout ce qui va nous tomber dessus, je pense qu'on aura du mal à répondre aux problématiques de nos populations, parce que voilà. Mais c'est ce sur quoi je voulais intervenir, hein. C'est vrai que dans beaucoup de nos projets, que ce soit pavillon ou centre-bourg, la maîtrise foncière est un vrai sujet. Là, moi, je ne vous cache pas, je suis près du lotissement de 2 hectares que j'ai fait. Je suis en train de me battre avec le propriétaire pour faire une expropriation carrément, hein. C'est un dossier très compliqué et je peux vous dire que c'est très douloureux. Je ne sais pas si on jettera l'éponge avant la fin, mais la maîtrise foncière, le classement en 2 AU, 1 AU, on a quelques leviers. Donc, mais c'est vrai qu'aller chercher la maîtrise foncière, c'est très compliqué. Mais quelque part, si on ne le fait pas, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est les promoteurs qui sont là à attendre pour que ça tombe tout cru dans le bec, hein. Je vous dis, moi, quand je fais 800 000 € sur 37 lots, eux, ce n'est pas 800 000 € qu'ils font, c'est 2 millions, 3 millions d'euros. Moi, mes 800 000 €, ils ne vont pas dans la poche d'un actionnaire, ils vont dans des équipements collectifs. Et je crois qu'une de nos batailles, et on a quelques moyens quand même malgré tout, même si c'est très douloureux une expropriation, hein, je suis en train de la vivre actuellement, la maîtrise foncière, on peut s'appuyer effectivement, chez nous l'aglo porte aussi de la maîtrise foncière, le PFR porte aussi, mais uniquement dans un cadre bien particulier. Mais je pense qu'il faut, effectivement, on a quelques moyens, soit de classement des terres, soit s'appuyer sur le PFR, sur l'aglo, sur un certain nombre d'organismes autour. Donc, la maîtrise foncière reste le maître mot. C'est quand même nous qui décidons à un moment ou à un autre, quoi. Et c'est nous qui payons. Moi, j'ai une question, parce que là, on a entendu beaucoup de témoignages, à part la Chapelle-Thoireau, mais qui est partie, sur des communes littorales, donc ils sont dans une dynamique aussi quand même littorale ou proche littorale, on va dire, donc où il y a une dynamique importante en termes de population. J'aurais été intéressée, je me permets de solliciter, je vois qu'il y a l'élu de Rostronin, qui est donc en Centre-Bretagne. Je ne sais pas s'il est connecté ou pas à nous écouter, mais j'aurais trouvé intéressant d'avoir un petit témoignage sur cette question dans un territoire très différent, en fait. Mais je parle peut-être dans le vide, donc… Non, je ne savais pas. Quand on ne vous voit pas, je ne sais pas. Des fois, il y a des gens qui décrochent, donc voilà, ça. Non, effectivement, les problèmes qui sont donnés là, enfin, avec les témoignages et tout, on le ressent et tout, mais évidemment avec un petit décalage, puisque donc on n'a plus non plus de maisons à vendre et tout ça, et qu'effectivement, comme c'est en plus une commune pas très… beaucoup de le bourg, et puis un petit peu de campagne, mais surtout le bourg, qui est donc où l'habitat est très dégradé, puisque évidemment, il n'y avait pas eu il n'y avait pas d'argent pour les rénover, et que donc, voilà, on se heurte à ce problème-là, et que le foncier, on n'a pas beaucoup. On va acheter on a acheté un terrain là pour faire alors plus, pas de lotissement, mais quelque chose d'un un peu différent. Voilà. Mais c'est vrai que ce problème de foncier, là, on est en réflexion, parce qu'on a une étude de revitalisation du centre-ville qui est donc qui va se terminer, en nous donnant quelques pistes et tout, mais tout ça est très difficile, puisque on n'a guère que 3000 habitants, et en plus une région, un endroit où il y a beaucoup de smicards et des retraités du secteur agricole, donc on peut dire que c'est pas très riche, voilà.
Et malgré tout, vous êtes confronté à ce problème de parcours résidentiel où il faut justement loger les personnes qui sont peut-être peu fortunées et qui, malgré tout, ont des envies d'autonomie en vieillissant. Oui, ouais. Et en plus, le bourg est un peu sur une, le nom de Roxana veut bien le dire, est sur une butte, donc il y a en plus ce problème ça monte, ça descend, donc c'est encore plus difficile pour les personnes, enfin, voilà. Pour les personnes en mobilité réduite, comme on dit. Voilà. D'accord. Eh bien, il est 20 h. On peut prendre une dernière remarque si vous avez un petit complément à apporter. Moi, je voulais juste te demander, Jean-Michel Chervet, je voulais juste demander à Ronan, finalement, sur l'opération La Fule, qui est quand même un montage assez complexe et puis qui, a priori, permet de dégager des marges. Est-ce qu'on dégage des marges? Est-ce qu'on investit au final sur l'ensemble de l'opération? Ça coûte combien ou ça a dégagé combien? Enfin, je pourrais donner des éléments. Hein, donc, tu retrouveras la fiche qu'on a réalisée, puis un certain nombre de documents sur le montage, sur Brudette, donc sur la fiche. Donc, nous, aujourd'hui, à la FUL, on est sur une opération qui est équilibrée, c'est-à-dire que globalement, on a acheté à 50 €, on a revendu à 150 avec… alors, on était à 140, hein, alors, vous voyez, comme Michel, à peu près, les prix, donc 140 €. On est sur une opération équilibrée. Bon, il y aura un sujet, c'est-à-dire qu'on va récupérer toute la voirie, donc une voirie qui est faite par la FUL, hein, par l'ensemble des partenaires, hein, donc des privés qui avaient aussi leur terrain. Là, juste, on a dû faire un petit appel de fonds parce qu'on avait fait des imprévus quand même sur le montage. Bon, c'est pas énorme, mais en effet, avec des prix, là, c'était plutôt les révisions des marchés, hein, le fameux 1%, voilà, sur des clauses. Donc là, mais globalement, on est neutre. Il y a quand même eu l'effet des subventions de l'intercommunalité qui nous a aidé quand même aussi à réaliser un équilibre. Alors, on n'est pas comme Michel, nous, on ne revend pas, voilà, mais ce n'était pas nous l'opérateur. Donc, on est sur une affûle où aujourd'hui, nous, on a nos populations qui sont arrivées. Ce qu'ils nous ont payé, en gros, on avait, je ne sais plus combien, pratiquement 1 ou 2 millions d'euros de 2 millions d'euros d'investissement. Voilà. Donc, globalement, on est neutre. Voilà. Donc, c'est neutre. C'est une opération vierge pour nous. Donc, on a nos populations. Bon, après, voilà, on va avoir quelques frais forcément de fonctionnement à terme sur la voirie, etc. Et sur les terrains, on les a vendus à des bailleurs, là aussi, avec… donc là aussi, c'est une chance. On a des bailleurs aussi qui ont répondu à nos appels parce qu'on est sur des territoires où il n'y a aucun souci, en effet, pour monter les opérations. Donc, voilà, et puis là, on réfléchit en effet pour aussi offrir demain, et c'était dans le parcours résidentiel, hein, moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais de ces néo-retraités où tout va bien pour eux, et, voilà, mais qui sont très nombreux sur la commune. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il faut déjà qu'on anticipe dans les 10-15 ans qui viennent où voilà, des mobilités réduites. Nous, on n'a pas non plus de transport en commun, donc ça pose une vraie question par rapport à la ville-centre. Sur les opérations qu'on mène aussi, une maîtrise foncière, on a gardé quelques terrains parce qu'on imagine, alors bon… que peut-être demain, une maison de santé ou des choses qui pourraient peut-être répondre à voilà, ce questionnement aussi de nos praticiens là qui, maintenant aussi, hein, s'ils veulent s'installer sur la commune, trouver un logement, etc., ça devient cher. Non, mais voilà, c'est pas simple. Donc, on est aussi en quête de réfléchir sur des achats pour se dire, peut-être demain, on aura besoin de services de proximité. Bon, je ne vous ai pas parlé, par exemple, des commerces de centre-bourg aussi. Alors, ce n'est peut-être pas des questions qui vous touchent tous, mais bon, c'est vrai que moi, j'ai traversé tout à l'heure voilà, la Bretagne 2 fois cette semaine. Je vois des cœurs de bourg, je me dis, il y a plein de commerces voilà, qui sont fermés, mais je me dis, voilà, s'il y avait l'opportunité pour vos communes de les garder quand même ou de les réhabiliter, voilà, je pense qu'à terme, vous verrez, ça sera un enjeu crucial dans les années qui viennent, parce que moi, je ne suis pas dupe, hein, il va y avoir des afflux sur vos territoires, parce que de toute façon, nous, on sera, je ne dis pas saturé, mais c'est vrai qu'on sera tellement cher qu'il faudra bien que ça aille derrière, comme on dit, dans le rétro-littoral. Et déjà, on voit cette pression qui monte d'une façon incroyable. Hein. Tous les retours que j'ai des élus, il n'y a pas que des maisons, même dans les terres, sont devenues chères, quoi. Même pour les habitants, comme disait la personne de Rostronin, quoi. Il n'y a pas les mêmes moyens, mais forcément, dès que ça passe de 100 000 à 150 000, il faut sortir quand même les moyens. Donc voilà, donc nous, à la FUL,
On a toutes les fiches qui sont en lien avec Bruden. Moi, je suis aussi, hein, c'est l'avantage d'être dans le réseau, c'est que je suis à disposition pour faire des visites et venir nous voir sur le territoire. On a déjà eu la commune de Guipel, il y en a d'autres qui sont intéressés, donc il faut venir. Et puis, voilà, on vous accueillera avec plaisir. Voilà, donc ça, c'est à voir avec Guillaume qui coordonnera un peu ces visites, mais c'est ça qui est intéressant, c'est dans ce réseau, c'est aussi qu'on puisse partager un peu nos expériences et puis dire ce qui va et ce qui ne va pas. Il faut le dire les choses, hein, c'est pas toujours… c'est pas on a des opérations là où ça peut sembler très beau sur le papier. Quand il faut les monter, il faut un courage politique aussi, il faut avoir envie, il faut voilà, défendre cette volonté de garder des jeunes sur la commune. C'est quelque chose d'important. Voilà, donc c'est aussi des engagements. Voilà. C'est vrai que ce projet-là est intéressant dans le sens où le montage est presque à mi-chemin entre une DUP ou du privé et entièrement en régie. Enfin, c'est vraiment une réalisation avec les propriétaires. Ouais. En ça, c'est intéressant. Et le projet du lotissement Bosséno est aussi intéressant dans comment vous avez utilisé le PLU pour en gros, obliger les propriétaires à passer par la commune pour réaliser, quoi. Enfin, t'as pas tout décrit là-dessus, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont des outils qui sont assez simples dans le PLU qui ont été utilisés et qui finalement ont bien marché, quoi. De toute façon, c'est voilà, 7 hectares. 7 hectares, c'était une orientation d'aménagement. Donc, il fallait que tout le monde, tous les terrains, tout le foncier privé devait se mettre d'accord pour globalement faire un projet. Donc, forcément, ça contraignait forcément les propriétaires. Mais je ne voyais pas d'autres solutions pour qu'il y ait une cohérence aussi d'aménagement du territoire. Parce que si chacun faisait dans son petit lot, dans sa parcelle, puis après, on a Michel l'a dit aussi, hein, on a des obligations légales, des 20%. Moi, je vois des promoteurs qui arrivent, ils me disent, voilà, les 20% de 60 logements, allez, hop, c'est 13 ou c'est 14 ou 20 ou 15. Je dis, non, ça peut être 25. Voilà, on dit 20% dans les textes, mais moi, je peux aussi vous dire qu'il faudrait peut-être aller plus haut, donc, parce qu'il y a des demandes. Donc, voilà, donc tout ça aussi, ça se négocie. Je le dis aussi, c'est du travail partenarial privé-public. Hein, le public, à notre échelle, de maîtriser les choses, c'est compliqué. Michel le fait, mais moi, je trouve que c'est parfois extrêmement compliqué. Mais je pense qu'il faut aussi, on est des promoteurs privés où il faut il y a une part de négociation, de médiation, de discussion où la commune doit s'y retrouver aussi, parce qu'autrement, voilà, on y perd. Eh bien, nous avons finalement passé l'heure. Est-ce qu'il y a un dernier cri du soir ? On n'est plus très nombreux, mais bon, voilà, je conclus quand même sur le cycle ancien. Il y aura des fiches qui seront faites, donc n'hésitez pas à aller les consulter sur le site internet. Ce ne sera pas pour tout de suite parce que c'est un travail qui est un peu lourd, mais pour la rentrée, ça devrait arriver. Et suite à ce webinaire, on fera aussi un retour aux participants à voir la forme que ça prendra, mais voilà, on reviendra vers vous là-dessus. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé. Merci à Michel, merci à Roland d'être intervenu. Merci aussi à Régine et Annie qui sont partis. Et merci aux participants. Merci à tout le monde et à bientôt de visu de préférence, en vrai. C'est ça. Bonne soirée à tous. Allez, bonsoir à tous. bonsoir. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Au revoir.